J'ai lu également Le développement mélanésien en situation coloniale de Guillard. J'ai lu le dossier calédonien de Jean-Paul Besset. J'ai lu Mourir à Ouvéa de Penel. Et puis j'ai oublié son nom. Et puis je suis abonnée à la lettre de la tribu, qui est la tribu d'Unjo, de Vaud. Alors je suis partie donc en Nouvelle-Calédonie en sachant finalement différentes choses qui se sont avérées extraordinairement théoriques. Arrivée sur le lieu là-bas, j'avais complètement oublié ce que j'avais appris et il fallait vraiment recommencer à zéro. Dans le prochain envoi d'ailleurs, vous verrez que je vous ai préparé un petit peu j'ai fait le point sur ce que je savais, sur le plan géographique, sur le plan historique, l'histoire nous dit que le 25 juin 1854, un détachement militaire avait débarqué à Nouméa, qui s'est appelé initialement Port-de-France, et qu'au nom de Napoléon III, on a fait signer au chef Kendo une page écrite en français, que l'autre n'a évidemment pas comprise, et il signait donc, sans le savoir, l'acte de rattachement à la France, et a commencé la colonisation. Bon, colonisation, quand je suis partie, ce mot me semblait un peu exagéré. On va en reparler. J'avais donc fait un peu d'ethnologie, je vous en ai parlé. J'avais fait un petit peu d'économie, mais je croyais que le nickel était tout en Nouvelle-Calédonie. Je savais aussi l'importance de la terre pour les Kanaks. J'ai vérifié sur place cette importance et ses limites. Et j'avais évidemment une connaissance politique, celle que vous avez toutes et tous, avec les cruels événements de 1988, notre beau pays s'est distingué. Et puis, par rapport aux colons, par rapport à ce que les colons font là-bas, je m'étais aussi beaucoup interrogée. Je partais avec beaucoup de questions. J'avoue que je reviens encore avec ces questions. Elles n'ont pas vraiment trouvé de réponse sur place. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Pourquoi on reste là-bas? Et comment partir de là-bas? Et ça reste toujours les grandes questions. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Alors là, je me posais la question tous les matins en me réveillant à 5h30 avec les coqs et les enfants. Comme tout le monde sait, là-bas, on se lève très tôt. Bien, alors, mon voyage s'est situé dans deux endroits. D'abord dans la Grande Terre. Mon avion est arrivé à Nouméa. Alors à Nouméa, j'ai pris un taxi, j'ai dit vous allez au premier hôtel venu. Je suis arrivée à l'hôtel, puis alors là, j'ai commencé à me dire bon, par quoi vais-je commencer? Alors j'ai posé mes bagages, je suis allée à la gare routière et je suis allée voir un petit peu les différents autocars pour aller dans telle ou telle ville. J'avais envie évidemment d'aller à Poix-Ligné, où il y a eu il y a 3 ans les événements autour de l'hôpital. J'avais aussi envie d'aller à Vaud, dans la tribu d'Unjo, la tribu des Guillards. Et puis j'avais un peu pensé aussi aller à Ouvéa, près de la grotte où ont lieu ces événements. J'avais un peu peur d'Ouvéa. J'ai commencé par le plus facile, c'est-à-dire que je suis restée sur la Grande Terre et je suis allée à Poix-Ligné en autocar le lendemain matin. Le lendemain matin, j'ai pris l'autocar et je suis partie dans la tribu de Tieti. Alors tout ça, c'est des grands mots, parce qu'ici, on disait tu es allé dans la brousse, dans la tribu, chez les Kanaks. Une espèce de mythologie autour du noir qui fait peur, qui a peut-être été cannibale. 1, il n'a jamais été cannibale. 2, les ethnologues ne sont absolument pas d'accord là-dessus. Mais il y a plusieurs écoles d'ethnologues. 2, ils sont absolument adorables, ils sont gentils comme tout, ils vous ouvrent la porte de la case et vous invitent vraiment, leur générosité, leur hospitalité est réelle. Et puis le pays est absolument splendide. Alors là, j'ai un petit peu compris pourquoi l'hirondelle que nous sommes a voulu faire son nid là-bas, parce qu'effectivement, c'est loin de la France, c'est loin des problèmes de la France, c'est loin de l'administration de la France. Si on a quelque chose à plus ou moins planquer, c'est vraiment très facile là-bas. Il faut dire les choses comme elles sont. Les gens qui sont là-bas, il faut voir qui c'est aussi. Hein. C'est pas des fois, c'est un peu limite. Il y a des discussions qui ont été assez intéressantes de ce point de vue-là. Et puis c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un paradis. J'avais entendu parler du paradis, mais c'est vrai que c'est un paradis, notamment Ouvéa. Toute cette partie-là, c'est une plage.
continue de sable fin, de la farine avec des cocotiers, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer dans son rêve quand on dit je vais aller sur une île déserte. Bon, elle n'est pas déserte, mais enfin c'est vraiment l'île de rêve, c'est magnifique, avec un climat formidable, des gens formidables, une abondance, une nature qui nourrit son homme, sa femme et ses enfants. Vraiment, c'est le rêve. Alors donc, je suis partie à Poindimier, dans la tribu de Tieti. Et là, j'ai vécu dans une famille, la famille de Louise, une femme kanak qui a 9 enfants et qui a beaucoup lutté au moment de l'affaire de l'hôpital. En 2 mots, l'affaire de l'hôpital, on a voulu installer à Poindimier un grand hôpital. Là, juste sur la plage, devant le lagon, les petites îles avec leurs cocotiers qu'on voit au loin. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ça aurait été un très très bel hôpital. Seulement voilà, l'hôpital aurait été construit sur les terres cultivables. En plus, sur des terres qui n'appartiennent ni à la commune, ni à l'État, ni à rien du tout, parce ces terres-là appartiennent à des tribus. Donc les tribus, fortes de l'exemple d'ailleurs de France, des plateaux du Larzac, oui c'est ça. On fait tout un travail de revendication des terres et on revendiquait, donc chaque clan a revendiqué sa terre cultivable, là où on devait construire l'hôpital. Alors j'ai visité ces terres, effectivement on leur dit oui mais vous n'en faites rien des terres. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'ils ont revendiqué qu'ils cultivent. Et ça fait partie aussi du discours des colons qui accusent les Kanaks de ne pas exploiter la terre comme eux l'exploiteraient s'ils la piquaient. Bon, s'ils la prenaient. Mais bon, c'est leur terre, ils en font ce qu'ils veulent. Moi j'ai une voiture, si je veux, je la laisse dans le garage pendant 10 ans. C'est pas pour autant que le voisin doit dire écoute, tu ne l'utilises pas, je la prends. Bon. Alors donc, ensuite, cet hôpital devait être construit sur des terres qui sont bonnes, alors que tout de suite derrière se trouve la chaîne montagneuse. Ici, c'est la montagne. Et il faut savoir que les bonnes terres sont de ce côté-là, que ici, c'est montagneux, boisé, avec des tribus effectivement assez inaccessibles, parce qu'il n'y a pas de route. Il faut savoir aussi qu'en 150 ans de colonisation, il y a un problème de route. Les tribus ne peuvent pas communiquer entre elles, on n'a pas été fichus de faire. Voilà, j'ai voulu de Poindimier ensuite aller à Vaud par l'autocar. Il y a une route là. Il n'y a pas d'autocar. Donc j'ai essayé de faire le pouce. Là-bas, c'est le pouce qu'on essaie de faire, l'autostop. Mais il n'y a pas de voiture non plus parce qu'ils ont très peu de voitures. Donc finalement, j'ai pas pu aller là. Voilà. Donc je suis allée là, comme ça. Donc là, voilà. Par la route, j'ai fait ça. J'ai fait ça et ça. Voilà. Bien, alors je reviens à mon histoire d'hôpital. Donc il était desservi par une route, mais il était sur des terres, donc des bonnes terres, alors que derrière, toutes les tribus ont été repoussées dans la montagne et sur des terres qui sont vraiment en pente et qui sont mauvaises parce qu'il pleut beaucoup là sur les montagnes et l'eau de ruissellement entraîne les terres arables. Bon, d'autre part, avec cet hôpital, il y avait un projet de construction de 40 à 50 maisons pour les administratifs. Alors, les Kanaks ne sont pas fous, ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'on leur prenait la baie avec une des plus belles plages de la région. Et en mettant des maisons là au bord de l'eau, vous savez bien comment ça se fait. Et eux ont en tête le modèle africain. Et ça, ils ne veulent absolument pas tomber là-dedans. Avec Jeanne, on a vu ce qui s'est passé sur les plages du Kenya. Quand on veut aller à la plage, d'abord on ne peut pas aller à la plage, il n'y a pas de route pour aller à la plage. Pour aller à la plage, il faut aller à l'hôtel. À l'hôtel, qui vous affiche comme prix 1000 francs la nuit. Donc, si on veut aller à la plage, il faut passer par l'hôtel. Et la plage, effectivement, est une plage magnifique, de sable aussi beau, etc. Mais c'est privé. Et il se serait passé exactement la même chose. Et ça, le modèle africain, ils l'ont en tête, ils savent ça, ils ne veulent pas ça. Donc, il y a eu une très grande bagarre avec des barrages, etc. Et ma copine kanak, Louise, a participé. Alors, je vous fais passer donc des photos avec Louise et son petit-fils, et sa famille, et son mari.
et ses enfants, et les enfants sur la plage. Enfin voilà, j'ai passé un moment absolument merveilleux avec cette femme qui était sur les barrages. Elle s'est battue avec les hommes et les enfants, et ils ont fait une case symbolique, comme la case de leurs ancêtres, et ils ont fabriqué cette case, et à l'intérieur et à côté de cette case, ils ont également mis en place une coopérative. Bon, ici, coopérative, alors on voit la coopérative avec un grand mot coopérative. Il faut savoir ce que c'est qu'une coopérative là-bas, c'est tout à fait modeste. C'est une cabane avec quelques planches sur lesquelles il y a quelques paquets de farine, des boîtes Nestlé, du peigne-vaisselle, du savon et du dentifrice, du riz et la farine, voilà. Et puis du sucre, et puis du sel. Enfin bon, des choses de première nécessité qui sont comme ça sur des planches. Et alors, Louise a tenu la coopérative et elle la tenait à tour de rôle avec ses enfants. Et il y avait donc cette case symbolique où se trouvaient tous les jeunes hommes. Et Louise, elle fait partie de ces femmes kanak qui détiennent la mémoire. Et elle me racontait justement que dans la case, à un moment donné, un jeune a voulu pénétrer et elle l'en a empêché. Et tout le monde a empêché cet homme de pénétrer, mais c'est elle qui est la première à donner l'alerte car il était marié. Et ils ont refait cette case avec toute la coutume qui interdit aux hommes mariés de pénétrer dans cette case. C'était la case des garçons. Et alors, à l'intérieur de cette case, ils préparaient justement la lutte et ils mettaient en place toute leur stratégie de lutte contre les mobiles, comme ils les appellent là-bas, et les gardes mobiles, les CRS, etc., qu'ils ont donc tapé à coups de pierre, À l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu. C'est au cours de cette grande bagarre contre l'hôpital. Alors l'hôpital, finalement, l'idée de l'hôpital, ils ont gagné. L'idée de l'hôpital a été abandonnée. Donc il n'y a pas d'hôpital. Jean-Marie Djibaou avait donné comme idée de construire l'hôpital là où se trouve le dispensaire, c'est-à-dire entre la plage et puis la montagne. Et finalement, c'est Jean-Marie Djibaou qui avait raison, c'est là que va être construit l'hôpital, car la région a quand même besoin d'un hôpital, il faut quand même voir les choses en face. Donc, pour eux, ça a quand même été une très grande victoire d'avoir obtenu le retrait du projet. Bien, alors, par rapport à Louise, ce que je voudrais dire, c'est que vous entrez dans cette case et cette femme vous raconte sa lutte, et c'est émouvant, c'est extraordinaire de l'entendre parler. Elle dit, quand j'étais en politique, et ses yeux brillent, quand j'étais en politique, et autour d'elle, il y a ses 9 enfants, parce qu'elle était en politique, et elle a 9 enfants. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point être en politique pour une femme, ça aide finalement à élever des enfants, surtout quand on en a 9, parce qu'il y a une espèce de dynamique qui se crée là, et qui était complètement... elle me communiquait son énergie et sa force, et je lui dis, que fais-tu maintenant, Louise? Elle me dit, je suis amère, mes frères... Alors là, j'ai commencé à voir la première vérité des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Elle dit, je suis amère parce que, bon, d'abord, les lendemains de lutte sont toujours assez tristes. La lutte, c'est gratifiant, c'est exaltant, c'est formidable. Les hommes et les femmes sont au coude à coude dans un même combat. Puis alors maintenant, bon, que fais-tu, Louise? Elle me faisait des gâteaux délicieux, mais elle avait quand même la nostalgie de la lutte passée. Et bien, c'est une femme qui retournait au foyer, et puis qui en même temps... ne regrette pas toutes ces bagarres, parce que quand les mobiles sont arrivés, ils ont cassé sa coopérative, ils ont brûlé la case des garçons, etc. La lutte a été vraiment très 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 forte. Quand ils ont brûlé la case des garçons, on s'est aperçu qu'on avait mis un bébé à l'intérieur de la case, il a fallu aller le chercher. Bon, ça a été, il y a vraiment, tout le temps on frôlait le drame, et elle me racontait que dans sa maison, elle cachait les jeunes garçons qui étaient poursuivis par les mobiles. Les mobiles allaient dans la brousse, un grand mot pour la brousse. La brousse, c'est quoi? C'est la campagne. Hein. Quand ils disent je vais débrousser, ça veut dire je vais désherber. Chez nous, on désherbe le jardin, et eux ils disent je débrousse. Ça aussi, c'est fait. Il y a tout un vocabulaire là qui entretiennent un petit peu l'imagination des Blancs de Nouméa. Je parlerai de Nouméa tout à l'heure. Et alors, donc dans sa case, elle cachait les garçons. Elle dit, des fois j'en avais 14, j'en avais 15. Et comme, bon, c'est une femme qui a de la personnalité, qui milite dans les associations de parents d'élèves, etc., qui va s'occuper de ses enfants, y compris de sa fille et de sa grande fille,
qui est mère de famille, qui a 2 bébés. D'ailleurs, sur les photos, vous voyez le petit Franck, c'est son petit-fils, et qui est reparti à Nouméa pour passer le bac, en laissant un bébé à une tante et puis le deuxième à sa mère. Elle est bien, en dépit de la situation de mère de famille de sa fille, elle va voir les professeurs, elle dit « il faut secouer ma fille », elle est un petit peu en ce moment, elle pense un peu à autre chose, etc. Et elle garde son rôle de mère, et c'est là qu'on voit que finalement, les problèmes des êtres humains sont des problèmes d'êtres humains, quel que soit le coin de la planète, quel que soit sa couleur de peau, sa langue, etc. Évidemment, en Nouvelle-Calédonie, il y a une toute petite chose qui est un peu pratique, bon, à ma grande honte, je dois l'avouer, c'est qu'ils parlent français et que ça m'a facilité la chose. Mais il faut savoir quand même qu'en Nouvelle-Calédonie, ici, comme les tribus n'ont pas de moyens de communiquer, il y a 24 langues. Donc, évidemment, le français facilite un petit peu la chose, la communication. Donc, ma Louise, elle est à la maison, elle s'occupe de ses enfants et elle a repris du service au sein des associations de parents d'élèves et elle préparait la rentrée scolaire avec ses enfants et on a commencé à ouvrir les cahiers et à regarder un petit peu parce que je suis arrivée en pleine rentrée scolaire, ce que je voulais d'ailleurs. Et alors le matin, tout le monde est debout à 5h30, ça c'est pour un petit peu la vie quotidienne. Elle distribue les tâches aux enfants. Un tel doit aller chercher les coquillages de polytuvier. Et alors à midi, il passe la matinée ensuite à casser, parce que c'est une très grosse coquille, à casser les coquillages de polytuvier pour en extraire la bête qu'elle mélange au riz. Enfin, elle faisait un plat absolument délicieux avec... Vraiment, elle nourrissait tout le monde, moi comprise, avec les produits, soit de la pêche, soit de son jardin, de ses champs qu'elle cultive, etc. Mais bon, elle est cultivatrice. Ça veut dire qu'en tant que cultivatrice, eh bien, elle a vraiment à charge ses 9 enfants. Parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est un tome et les femmes n'ont pas accès aux allocations familiales lorsqu'elles sont agricultrices. N'ont accès aux allocations familiales que les gens qui ont un travail salarié. Alors, comme elle et Wamo, son mari, n'ont pas de travail salarié, ils élèvent effectivement leurs 9 enfants avec les produits de leur champ. Alors, elle me disait, je suis amère car mon peuple, et elle employait souvent cette expression, mon peuple, il y a eu beaucoup de tendresse quand elle disait mon peuple. Mon peuple oublie la coutume, mon peuple oublie les ancêtres. Les jeunes d'aujourd'hui se tournent vers la boisson, ce qui est très vrai. Il y a un très gros problème d'alcoolisme des jeunes là-bas. Et maintenant se tournent vers le cannabis, ce qui est aussi très vrai. Le cannabis pousse de façon tellement spontanée que certains jeunes ont trouvé que c'était un bon moyen de fuir le travail des champs. Et c'est vrai qu'à partir des jeunes, je sens un nouveau paysage se dessiner. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. La coutume a beau être très forte, travailler dans les champs, c'est quand même plus difficile que de vendre son petit cannabis à tous les troufions français qui n'attendent que ça, parce que sur le trottoir, j'ai pas pu prendre des photos, c'est dommage, mais alors ils ont les joints. Hein. Eh ben oui, sur les trottoirs de Nouméa, bien sûr. Alors, je vais peut-être arrêter sur Poinligné. Je vais simplement redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour aller de Poinligné à Vaud, je n'ai pas pu y aller parce qu'il n'y a pas de transport. Les transports, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a rien. Il y a des autocars à partir de la gare routière, mais comme il y a eu un petit cyclone pendant que j'étais là, ça a emporté les routes. Je n'ai pas pu aller à Canala. Je voulais aller à Canala voir Marie-Adèle Joridier et son école populaire Canac. J'ai pas pu y aller, la route était emportée. J'ai pas pu revenir avec l'autocar, c'était pas possible non plus. Donc j'ai réussi avec l'instituteur du coin à aller jusqu'à le petit aéroport pour prendre un avion pour revenir ici. Donc j'ai pris mon coup, puis je suis revenue à Nouméa, ce qui fait que j'ai raté cette partie-là que je souhaitais. En fait, quand on va là-bas, on ne sait pas du tout cette réalité-là, on ne la connaît pas. Et on croit qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. On s'imagine avec les transports français, puisqu'on est en France. On nous a dit que la Nouvelle-Calédonie, c'était la France. Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de transport, il y a des horaires fantaisistes, Non, pas du tout. Donc, je suis donc revenue, même, encore quelque chose. Lorsque Louise avait besoin de sucre, elle devait aller à la ville. La ville était à 4 km. Je vous assure que, maintenant, on a bitumé les routes. Avant, c'était, il y a très peu de temps, elles sont toutes neuves, les routes.
Bon, quand même, ils ont obtenu ça. Avant, ils vivaient dans la poussière permanente, parce que la poussière s'abattait sur toutes les cases, ils étaient toujours dans la poussière. Bon, maintenant, avec le bitume, ça va mieux. Seulement le bitume, c'était l'été là-bas, hein, c'est terrible. Donc, la chaleur était telle que, bon, on essaye de limiter le temps de déplacement. Donc, pour aller chercher un paquet de sucre ou un paquet de farine, elle prenait un taxi. L'aller-retour du taxi, bon, c'est pour la petite histoire, mais enfin, il faut quand même savoir, on est toutes ménagères, et puis même les hommes, maintenant, ils commencent aussi à savoir ce sont les prix des choses. Pour aller faire les 3 km aller-retour, c'était le prix que j'ai payé avec un autocar, avec l'autocar pour traverser toute la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez un petit peu le prix du paquet de farine ou le prix de sucre qui se trouve augmenté de je ne sais trop combien. Alors, bon, il y a des problèmes comme ça, quotidiens, sans arrêt. Bon, si on veut les téléphoner, il faut aussi aller donc à la ville même de Poindimier, parce qu'on peut téléphoner. Hein, ça a été le côté qui m'a permis de rester un mois loin de ma famille. C'est pas évident hein, de rester si longtemps loin des siens. Donc, j'ai réussi à envoyer par satellite 2 petits coups de fil. Et donc, bon, si on va aller à la poste, si on va aller voir l'unique médecin, c'est pareil, il faut aussi faire ce voyage. Bon, il y a des problèmes sanitaires énormes, il y a des problèmes énormes. Hein. Tout à l'heure, dans les questions, on va aborder donc tous ces problèmes de la vie quotidienne qui n'ont absolument pas été réglés. Les courriers, par exemple, ça fonctionne rapidement? Alors, le courrier, c'est aussi un problème parce que c'est une boîte collective pour la tribu. Donc, les boîtes sont mises à l'entrée des tribus, sur le bord des chemins. Bon, la lettre, on la trouve ou on la trouve pas. Donc, alors, j'ai compris pourquoi on me disait toujours il faut écrire en recommandé. Parce que dans la boîte du bord du chemin, on trouve le petit papier de recommandé où il est collé ou quelque chose. Donc la personne va à la poste retirer sa lettre et là elle est sûre de l'avoir. Sinon effectivement plein de lettres se perdent. Toutes ces petites choses de la réalité quotidienne, il faut être là pour voir qu'effectivement... Alors ça vous empoisonne la vie quand vous voulez vivre à l'occidental, mais c'est vrai que si je m'étais immergée dans la vie de la tribu avec leur rythme à eux, parce qu'ils vivent tellement proche de leur rythme biologique, que pendant un mois, j'ai vécu à mon rythme biologique. Et c'est très agréable, on s'y fait vraiment très très bien. Mais j'avoue que L'autre monde est le titre du livre d'Anne Tristan, je trouve que c'est un très beau titre, parce que c'est aussi un autre monde. Moi, je suis née dans cette culture occidentale, un peu stressée, avec du RER et puis beaucoup de choses dans une journée. Et j'ai pas honte de dire que c'est ma vie et que je l'aime. C'est comme ça. Mais enfin, là-bas, c'était quand même... c'était autre chose, donc, je suis revenue. Alors, j'arrête sur Poindimier, je suis donc revenue à Nouméa. Et là, je suis restée quelque temps à Nouméa parce que c'était les élections sur Ouvéa. On devait élire un maire, il devait élire un maire à Ouvéa. Donc, le RPR avait pris d'assaut tous les avions, puisqu'il payait des places à ceux qui voulaient bien voter pour eux. Et donc, le RPR avait pris tous les avions, je n'ai pas pu trouver de place. Je me suis donc trouvée coincée dans un hôtel à Nouméa. Alors, comme de toute façon, dans mon projet, je voulais quand même connaître Nouméa. Est-ce que voilà, je vous fais passer donc une autre série de photos. Alors, il y a Nouméa et Ouvéa. Alors, bon, vous reconnaîtrez Nouméa, parce que les photos de Nouméa, d'abord, c'est une ville très moche, Nouméa. Et je ne me suis pas plu du tout. C'est une ville dangereuse. C'est une ville dangereuse parce qu'elle n'a pas de culture, elle n'a pas d'art. Quand il n'y a pas de culture, quand il n'y a pas d'art dans une ville, c'est un très grand danger. Et il n'y a pas d'art, il y a des films à la noix, il n'y a vraiment rien, il y a des salles, il y a quand même quelques salles de cinéma. Je n'ai pas vu de théâtre, je n'ai pas vu de manifestation artistique quelconque, il n'y a pas de galerie d'art, il n'y a pas d'expo. C'est une ville en danger, vraiment, c'est une ville en danger. Et bon, j'ai fait ces photos-là qui montrent la réalité quotidienne des Caldoches. Alors vous verrez que leur réalité quotidienne, ils ont reproduit là-bas ce qu'ils aiment, c'est-à-dire les grandes bars, les grandes tours, ça ils aiment ça, alors donc ils en ont fait. Et puis,
comme on est au bord de l'eau, hein, puisque c'est des îles, ils ont des yachts et c'est, paraît-il, le taux le plus élevé de yachts par tête de blanc dans le monde. Ça, je veux bien le croire. Je vous signale que comme ils ne paient pas d'impôts, c'est vous qui les payez, leur yacht. Hein. Bon, mais ça, c'est intéressant aussi à savoir. Parce que là-bas, j'ai discuté avec des enseignants. Un couple d'enseignants gagne 6 briques par mois. Et ils payent 5 000 francs d'impôts pour l'année. Alors, je ne vois pas pourquoi. J'ai rencontré une instite à Poindigny. Elle me dit, moi, j'ai fait instit. Alors, je lui dis, pourquoi tu as fait instit? Elle me dit, parce que je voulais faire hôtesse de l'air et puis ils ne m'ont pas prise. Alors je lui dis, bah oui, bien sûr, pourquoi pas être instit quand on rate son concours pour être hôtesse de l'air? Elle dit, pourtant je m'étais préparée, j'avais étudié les langues, etc. Et elle dit, alors finalement je me suis présentée au concours d'école normale de France, je ne sais plus lequel, j'ai été collée, j'étais je ne sais pas combien sur la liste. Alors j'ai suivi un garçon en Nouvelle-Calédonie. Et puis bon, je me suis présentée au concours d'entrée de l'école normale de Nouméa. Puis ça s'est fait tout ça et j'étais reçue très facilement. Ouais, je comprends. Et puis ensuite j'ai discuté de ses motivations, etc. Bon, les pauvres petits canaques ont vraiment de l'enseignement au rabais parce que le gros problème des enseignants, c'est de savoir s'il fera beau dimanche et si on pourra sortir le bateau. Mais bon, je comprends que ce soit un problème crucial, hein. Enfin bon, je ne veux pas taper contre ma corporation, hein, mais ceux-là, quand même, je trouve qu'ils poussent un peu loin le bouchon. Hein. Mais enfin, ils font comme les autres. Hein. Puisque les salaires sont multipliés par 2 et puis que les impôts... Plus que 2. Alors, un instit, Jean-Yves gagne, il est instit débutant, il gagne 1 briquette par mois. Et lui, il ne paye pas d'impôts du tout. Parce que il est tout seul, il a son salaire, donc on ne va quand même pas en plus là-dessus prendre des impôts. Mais nous, Français, on paye 300 milliards de centimes par an pour soutenir la Nouvelle-Calédonie. Ça aussi, c'est l'autre réalité. Bon, je ne veux pas faire de la jalousie stupide, mais enfin bon, c'est quand même des chiffres qu'il faut connaître. Alors j'ai pris des photos complètement interdites, des beaux navires de guerre, c'est marqué photo interdite. Hein. Alors je trouve que c'était intéressant de la faire. C'est la flotte française qui soutient les intérêts privés des Caldoches installés là-bas, avec l'armée donc derrière. Ils se croient vraiment en plein état de siège. Hein. Bon, enfin, il faut dire que cette photo-là est prise à Ouvéa. Hein. C'est peut-être pas, c'est la fameuse gendarmerie qui a été prise au moment des événements, donc on leur accorde des circonstances atténuantes. Daniel, c'est 300 milliards, là, de centimes. De centimes. J'ai dit de centimes. Ça fait combien? 3 milliards. Oui. Non, mais j'aime bien dire 300, ça pèse plus ça pèse son pesant dessous. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, ça veut dire aussi. 3 milliards, ça fait 300. Oui, les Caldoches? C'est pas sûr. C'est en négociation. Oui. Bon, alors là, ça va tout changer, hein, là-bas. Oui. Bah oui, ça va tout changer. Bien, alors... On fait un peu le lien, justement, oui. Les dépenses, etc. Moi, je ne Oui. sais pas ce chiffre personnellement. Alors j'ai essayé alors j'ai commencé à poser les questions, à savoir pourquoi les Français sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas, etc. Je leur posais quand je rencontrais des Blancs, je leur disais mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais en fait chacun fait quelque chose. L'Astit enseigne, elle est mieux, elle me dit moi j'ai un niveau de vie ici que je ne pourrais jamais me permettre en France, donc je ne vois pas pourquoi je rentrerai en France. Et chacun a sa petite réponse personnelle et portative. Je trouvais ça mignon. Assez naïf, et je me suis dit mais s'ils sont tous les 20 000 comme ça avec leurs petites réponses, effectivement je comprends que les problèmes soient si énormes, vraiment énormes. Alors pour les problèmes de scolarité, Louise de Poilimier est obligée à l'année de louer un taxi pour ses enfants. Elle a une petite fille qui a un problème cardiaque, qu'elle ne pourra pas opérer à Nouméa, parce que Nouméa, il n'y a pas ce qu'il faut. Elle va donc aller à Sydney, en Australie, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, quand on n'a pas intérêt à avoir un cancer, hein, Nouméa.
on a intérêt à avoir un cancer, à le soigner à Sydney. Parce que, effectivement, il y a quand même un sous-développement évident, y compris même pour les caldoches, en ce qui concerne quand même certaines médecines de pointe. Alors donc, sa petite fille ne pourra pas être opérée à Nouméa, et en juin, je penserai beaucoup à elle, car elle ira à Sydney et fera son premier voyage hors de Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas exactement. En plus, beaucoup plus. Oui, l'Australie par rapport à Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas. Oui, de l'ordre de 3 000. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Il faudra que je regarde. Il a quand même des assurances sociales. Non. Non, mais alors il y a un autre système. Il y a un dispensaire où les soins sont prodigués gratuitement. Donc, mais elle n'a pas, elle va payer de sa poche d'abord l'avion pour aller là-bas, aller-retour à Sydney, et l'opération. Eh ben, elle économise depuis 2 ans, la petite devrait être opérée depuis 2 ans, et depuis 2 ans, elle économise, c'est-à-dire que, tout à l'heure, je disais que le matin, elle distribue son travail aux enfants. Je parlais du petit qui allait préparer le repas, mais les petites filles, des fois les petits garçons, vont au bord de la route et vendent les gâteaux qu'elle a fait à 4 heures du matin. Et ils vendent sur le bord de la route des gâteaux, des morceaux de noix de coco, des pamplemousses, et petit à petit, sou par sou, elle a économisé, et là elle a un projet. Non, elle n'a pas d'allocation familiale. Les allocations familiales ne sont attribuées qu'aux personnes qui ont un emploi salarié, c'est tout. Et bon, un emploi salarié, là-bas, c'est déjà un luxe, c'est déjà un privilège qui est assorti du deuxième privilège des allocations. Comment ? Il n'y a pas de RMI, mais il y a des TUC. Oui, mais enfin, disons que ça aide quand même certains jeunes aussi. Il y a quand même, les jeunes qui sont dans les tribus, il y a quelques-uns qui sont employés dans les municipalités en tant que TUC. Bon, alors donc, Louise, par rapport au transport, Louise va donc être obligée, là, de louer un taxi qui va venir chercher cette petite qui a un problème cardiaque, qui emmènera aussi les autres enfants, car le problème du ramassage scolaire est absolument terrifiant. Les enfants se lèvent à 5 heures du matin pour pouvoir être à l'école à 8 heures, parce que l'autocar brinque-balle dans toutes les tribus et fait tout le tour pour ramasser tout son petit monde endormi avant enfin d'arriver à l'école. Bon, parce qu'il y a un autocar, au lieu d'avoir une série de petits cars, de ramassage, souples, etc. Bon, en plus, c'est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de route. Donc, tout le monde doit faire sa marche à pied s'il habite dans une tribu de la montagne pour descendre le long de cette unique route qui fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Une route qui fait comme ça le tour. Pourquoi ils n'ont pas fait des routes en travers? Les Français? Ah non, mais pour escalader la colline et puis redescendre. Oui, il y en a une là. Il y en a une ici, et qui traverse le col, là. Oui, il y en a une ici. Mais bon, il devrait y en avoir d'autres, bien entendu. Ah oui, ça fait partie. Bon, pourquoi il y en a une? Parce que ici, là, il y a les mines de nickel. Donc, tout ça, c'est lié aussi au problème du nickel, qui était la grande richesse du pays pendant de nombreuses années. Bon, maintenant, c'est en train de baisser, ça aussi, puisque le nickel n'est plus depuis cette richesse, cette manne que ça a été dans les années 70. Donc, alors, je suis restée à Nouméa quelques temps, le temps de voir un petit peu comment, d'abord de discuter avec les gens, et qui discutent très difficilement, parce que c'est pas parce que vous êtes blanche qu'un blanc vous cause, un Kanak vous cause beaucoup plus facilement. Et bon, alors j'ai pris un peu, je suis allée sur la fameuse, dans la baie des Citrons, sur la plage, voir un petit peu comment ça se passe, voir les villas, voir le niveau de vie. Et bon, c'est un niveau de vie extrêmement confortable. Et j'ai discuté avec les chauffeurs de taxi parce qu'eux quand même discutent. Et effectivement, pour eux, ils ont un vocabulaire, ils ont une position extrêmement tranchée. Je suis née ici, c'est mon pays. Ils n'ajoutent pas de quoi vous mêler, mais enfin, on l'entend, quoi, même de façon plus expéditive. Et alors, pour eux, on a l'impression que les Blancs vivent comme si les Kanaks n'existaient pas. Et Nouméa vit, en fait, non pas en droit, mais en fait, vit l'apartheid. Parce qu'on dit Nouméa la Blanche, mais c'est vrai qu'on voit très peu de Kanaks, sauf sur la place des Cocotiers.
mais on voit très peu de Kanaks. Bon, ils sont dans les bidonvilles qui sont en train de s'installer dans les banlieues, comme ça se passe dans toutes les villes du monde maintenant. Et ça commence à venir aussi, notamment de la part des jeunes. Mais je vois par exemple l'hôtel où j'étais, il y avait un café en bas qui s'appelle le Café de Paris, évidemment. Et bien là, il y avait des Blancs, il y avait beaucoup de militaires, on les reconnaît, hein, ils sont très rasés. Et beaucoup de militaires, beaucoup de jeunes appelés, beaucoup de jeunes aussi qui s'étaient engagés, beaucoup d'engagés demandent d'aller là-bas. C'est vrai que le pays est merveilleux, c'est vrai que la solde est doublée, c'est vrai qu'ils ont plein d'avantages et qu'en ce moment, ils demandent d'aller là-bas parce que c'est assez calme. Alors je vais parler un petit peu de ce calme. Alors bon, un soir, j'en avais un petit peu marre de mes compatriotes, je suis allée au Boubou Bar me boire un martini, parce que quand on est loin comme ça, des fois il y a des soirs dans sa chambre d'hôtel où tous les soirs on me passait Santa Barbara, j'en avais un petit peu marre de Santa Barbara. Alors je suis allée me requinquer au Boubou Bar, c'est un bar kanak, je suis entrée, me suis installée au comptoir, j'ai demandé mon martini. Évidemment, j'ai un petit peu surpris, mais moins qu'un kanak qui rentre dans un bar blanc, et oui. Et alors, très gentiment, ils sont venus. Pourquoi vous êtes là? Jamais les blancs ne viennent dans nos bars. Pourquoi vous... Je dis, mais et pourquoi je ne viendrai pas? Et on a commencé à engager la conversation. Et je leur ai dit ce que je voulais faire. Je venais pour ensuite témoigner. Je venais pour apprendre, pour entendre, pour savoir. Je leur ai dit que je venais de Poigny-Mier et que je m'apprêtais à partir à UVA. C'est vrai que je prenais mes forces. Je ne savais pas que j'avais besoin de tant de force pour aller à UVA. Je m'en doutais quand même. Et donc, j'ai discuté avec eux et il y en a un qui était très très intéressé, qui avait bu pas mal d'ailleurs, mais c'est vrai que l'alcool fait pas mal de ravages et à UVA, ils ont pris une mesure terrible, mais bon, l'alcool est interdit. L'alcool est interdit, bon, l'aéroport est là, loupe. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, on ne doit pas faire pénétrer de l'alcool sur l'île d'Ouvéa. Mais alors à Nouméa, bon, évidemment, on boit beaucoup. Alors donc j'ai trinqué avec les Kanaks, qui sont tout de suite devenus mes amis, parce que vraiment la conversation était très facile. Et je suis tombée sur le neveu d'Éloi Machereau. Et alors, Éloi Machereau a été descendu comme un lapin, disent-ils, je sais que c'est vrai. Et bon, c'était un meneur, une forte tête du côté des Blancs, mais pour eux c'est une idole, c'est un leader, il avait un charisme fantastique, il était drôle, il entraînait les autres et il le regrette, il le pleure et vraiment Éloi derrière lui a laissé un très très grand vide. Et après, lorsque je suis entrée dans d'autres cases, surtout au UVA, j'ai trouvé le portrait d'Éloi partout. Alors, j'ai commencé là à parler des accords de Matignon. Évidemment, Louise m'en avait déjà parlé, parce que ma copine kanak, qui est politisée, m'a dit, tu sais, les accords de Matignon, c'est une catastrophe. Mon peuple qui boit, les jeunes qui se tournent vers le cannabis, etc., avec les accords de Matignon, ça va complètement les démobiliser. Ils vont attendre tous les accords de Matignon en se roulant les pouces au bord des chemins. Ça, à Poigny-Mier, c'est vrai, hein, au bord de Poigny-Mier, il y a tous les entrepôts Balande, les magasins, etc. Bon, il faut voir ce que c'est qu'un magasin là-bas, hein. C'est pas du tout comme chez nous, un magasin, c'est une tôle, là, comme ça, avec, posé. Ça doit être très pratique contre les ouragans, contre les cyclones. Et puis, alors évidemment, à l'intérieur, il y a de la boisson. Alors, ils ont beau mettre des pancartes à l'extérieur du magasin, défense de boire devant l'entrée du magasin, mais bon, ils ne sont pas devant l'entrée, ils sont à 2 mètres, hein, mais effectivement, c'est complètement encombré de bouteilles, beaucoup de bière, évidemment, beaucoup de bière, puis du whisky également, de mauvaise qualité, beaucoup de whisky.
Et bon, cette réalité de la boisson est terrible. Et elle me disait, Louise, tu sais, la boisson est en train de prendre les hommes, c'est épouvantable. Ma grand-mère disait, beaucoup m'ont dit ça, ma grand-mère, il y a beaucoup de grand-mères qui ont dû dire ça. Nos grand-mères disaient, les Blancs essayent de vous avoir, s'ils ne vous ont pas directement, ils vous auront avec la boisson, ils vous auront avec l'alcool. Et les femmes transmettent cette parole qui est très vraie, parce que je l'ai vérifié dans les rues, au bord des routes et partout, et c'est très vrai. Et actuellement, comme il y a une espèce de relâchement après la lutte, les hommes boivent, il faut dire les choses. Et donc, cette Louise me disait, les accords de Matignon, ça va être une catastrophe, et le plan Rocard, on n'en attend rien de bon. Alors je lui ai demandé de s'expliquer un petit peu plus. J'ai dit, mais enfin, les accords de Matignon, ça a quand même... Oh, elle me dit oui, ça a apporté la paix. Elle m'a devancée, elle me dit, ça a apporté la paix. Et c'est vrai qu'on a le calme sur les îles, et on en avait besoin, parce qu'on en avait marre de tout ça. Et beaucoup de femmes m'ont dit, ça a apporté la paix. De ce côté-là, c'est le côté positif. Mais alors, quelle paix? Et c'est cette paix-là qui leur fait peur, parce que c'est une paix qui est un état de non-guerre et qui n'est pas une paix de construction. Elle dit, c'est maintenant qu'il faudrait faire quelque chose, de boire au lieu de, etc. C'est maintenant qu'il faudrait construire. Et les accords de Matignon, bon, on ne voit pas sur quoi ça débouche. Moi, j'avais un projet. Et elle m'a parlé de son projet, au bord de la route, là où ses enfants vont vendre les gâteaux et puis les choses du champ. Elle dit, ils sont en plein soleil, mes pauvres gosses. Alors j'aimerais bien leur faire un petit toit de palme pour qu'au moins ils soient abrités du soleil lorsqu'ils vendent leurs gâteaux. Et un petit toit, elle dit, ce serait mieux la tôle. Mais j'ai pas de sous pour acheter la tôle. J'ai donc, au sein des accords de Matignon, puisque, oui, il y a une chose quand même qui est passée, qui était très bien, c'est qu'il y a eu des enquêteurs qui sont passés dans les tribus de Poindimier pour leur demander leur projet. Dans le cadre des accords de Matignon, quels seraient vos projets personnels? Est-ce que vous avez des envies, des idées, etc. Et elle dit, moi, j'ai donné mon projet, j'avais 2 projets. Donc, un petit abri pour mes enfants, pour que, un petit commerce, quoi, elle allait ouvrir boutique. Alors, je lui dis, alors on a rêvé sous les cocotiers, c'était formidable. Je disais, mais écoute, après, tu pourrais faire un petit abri fermé, et on pourrait dormir. Et moi, si je reviens te voir avec ma famille, tu me mets des nattes, et puis je reviens, et je dors là. Et puis, en fait, ce sera un gîte rural, tu vois, et tu inventeras le gîte rural Canac. Et peu à peu, on a brodé comme ça, on a fabriqué tout un projet. Et ce projet, j'ai envie, je vais le réaliser par écrit, je vais l'envoyer au maire de Poindimier parce qu'il me tient à cœur. Alors son deuxième projet, c'était de cultiver des orchidées. Elle a des orchidées, d'ailleurs, vous allez voir là, dans son jardin, là vous avez dû voir, elle a des orchidées absolument merveilleuses. Et elle cultive donc ces fleurs et elle aurait aimé avoir une petite serre et les cultiver pour Nouméa. Alors je lui dis, mais quand as-tu déposé ces projets? Elle me dit, il y a 1 an, je n'ai pas eu la moindre réponse. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, ces gens ils vivent assez dans le présent. Et 1 an, pour eux, leur rêve d'il y a 1 an a eu le temps de retomber parce que... ils se sont dégoûtés, ils se sont découragés, ils n'y croient plus, ils voudraient bien y croire, mais c'est trop tard, entre-temps il s'est passé autre chose, etc. Je sais bien que pour mettre sur pied des réalisations, de par ma profession, je sais très bien que tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais les accords de Matignon, la mise en application des accords de Matignon traîne beaucoup trop. Et si elle continue à traîner, alors j'arrive à mon neveu d'Éloi Machereau, il me dit, ça va être la guerre civile. Et ça, c'était la première fois que j'ai entendu cette expression, dans ce bouboubar, il me dit, c'est la guerre civile, on est en train de s'y préparer. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous allez acheter les armes avec quoi? Sur quoi avec quel argent votre économie vous permet-elle d'acheter des armes? Vous allez acheter ces armes à quel pays? Qui va vous fournir les armes? Alors là-dessus, je n'ai pas eu de réponse. Il me dit peut-être que lorsque tu iras à UVA, tu auras ta réponse. Mais moi, je te le dis, les accords de Matignon, on n'en veut pas. Le projet Rocard, on s'en fout.
Tout ça c'est lent, tout ça c'est du leurre, tout ça c'est pour nous fabriquer une petite bourgeoisie kanak qui va se tourner contre nos frères. Ils emploient beaucoup cette expression, mon peuple, nos frères. Et ça va se retourner contre nous. Eux vont nous tourner le dos. Ils vont oublier leur solidarité de clan. Ils vont oublier leur devoir envers la tribu. Et ils vont constituer une petite classe. Et nous, le peuple, on sera toujours derrière. Alors derrière cette amertume, le lendemain, je prenais l'avion pour OVH. Je me suis dit, pouf, bon, d'accord. Je vais donc aller poser toutes ces questions à mes futurs amis d'UVA, parce que j'ai passé ce voyage comme ça, sans connaître personne. Je trouve que c'est une très bonne manière de voyager. Daniel, tu as une question. Oui. Quand tu lui as posé cette question pour savoir qui allait fonder les arbres, etc., il paraissait incertain ou enfin, il était dubitatif comme ça, ou il a refusé peut-être de te répondre comme ça? Non, c'est sûr qu'ils vont pas dire. De toute façon. Non, mais je veux dire, est-ce que ils sont très enclins à dire on va rentrer dans la guerre civile vraiment Non, ils sont pas en train de préparer la guerre civile, non, mais disons que c'est une éventualité qu'ils n'écartent pas. Voilà. Ils ne sont pas en train de se réunir, de fomenter, etc. Mais disons qu'il y a une espèce de climat sur fond ils sont désabusés. Ils ont l'impression, il dit on a encore été eus par vous, hein, par les Français. Hein. Vous nous avez encore eus cette fois-ci. Et ils sont extrêmement amers de ça parce qu'ils se disent vous êtes toujours les plus forts avec nous. Et bon, c'est pourquoi il m'a dit ça. Alors, c'est une coïncidence que tu tombes sur le neveu. Oui, tu sais, il n'y a pas de coïncidence. Hein. Quand tu pousses des portes, tu trouves quelque chose. Hein. J'aurais pas trouvé le neveu, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Mais non, mais c'est comme ça, hein, le voyage. Et en fait, ah bah oui, bien sûr. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois ce que je voulais dire, c'est que ce voyage, autant je l'avais préparé avec les livres dont j'ai parlé tout à l'heure, avec mon cours de Guillard, etc., autant là-bas, je suis allée vers les gens, je suis partie avec mes baskets et mon sac à dos, et puis des tissus avec Jeanne, on est allé acheter au marché Saint-Pierre pour faire la coutume, je parlerai de la coutume tout à l'heure, et donc je suis partie avec mon sac à dos pour être tissu pour la coutume, et je suis donc arrivée là-bas, et je suis allée chez les gens, sans avoir vraiment préparé, parce que d'abord j'avais le temps, ça c'est le luxe, je savais que j'avais devant moi un mois, donc, et puis je voulais me laisser aller aussi, me laisser imprégner par cette vie là-bas, sans imaginer à l'avance, tiens je vais être reçue par un tel qui a tel visage, qui a tant d'enfants, etc. Rien du tout, je suis partie comme ça, comme on entre dans une mer nouvelle, et comme on prend un bateau, et puis on s'en va, et on sait que le voyage va être bon. Et le voyage a été bon. Et donc, j'ai aimé partir comme ça. En plus, je suis partie, je le dis à Jeanne, j'ai dit, tu sais, Jeanne, tu fais ce voyage aussi avec moi, parce que lorsqu'on était à la conférence internationale des femmes du Kenya, de Nairobi, en 1985, une femme kanak nous est tombée dessus. Alors, vraiment tombée dessus. On est dans une réunion, là, comme ça, on entre, et on entraîne, non pas... C'est Solange Fernex qui devait diriger cette réunion, et elle n'était pas là, sur les essais nucléaires et sur la Nouvelle-Calédonie, mais surtout sur les essais nucléaires français. Alors on s'est dit, tiens, on va voir Solange au Kenya, c'était drôle. Alors, donc on va voir Solange, on pousse la porte, la salle était pleine de monde, et Solange n'était pas là. Effectivement, elle n'avait pas pu faire le voyage, elle n'était pas venue à Nairobi. Et alors, comme on était françaises, on nous a dit, vous allez faire la réunion, vous, nous deux. Et tout à coup, c'est pas Claude Richard, non, c'est Anne Picard est arrivée, et puis Anne Picard s'est jointe à nous, et nous voilà toutes les trois bombardées sur l'estrade à faire une réunion pas préparée devant une salle d'une hostilité terrible. Et voilà cette femme kanak qui nous saute dessus. C'était absolument terrible. Il fallait qu'en un moment, on rende compte de tout le colonialisme français en Nouvelle-Calédonie. Mais on lui disait, mais nous on est du côté de ceux qui... Ah, elle voulait rien entendre. Ah, rien du tout. Ça a été d'une violence.
Et elle n'a rien voulu entendre. Elle me dit, mais tu comprends pas, puis avec une grande force, et puis en parlant très fort, tu comprends pas que j'ai fait 6 mois dans tes tôles. Et c'est vrai qu'elle a fait 6 mois dans ma prison, parce que c'est aussi ma prison avec mes impôts qu'elle est construite, cette prison. J'ai fait 6 mois dans ta prison, et mon frère est mort, et mon père, et elle nous sortait toute sa famille et tout ça. Oh, je me suis dit, mais c'est comme ça là-bas, c'est épouvantable, mais on me le cache. Et en fait, lorsque j'ai préparé ce voyage, je faisais aussi une réparation. Je ne sais plus qui est cette femme, il faudrait que je retrouve mes papiers, que je la retrouve. Je n'ai pas eu le courage avant de partir de le savoir, parce qu'en fait, j'allais aussi réparer envers elle, mais en fait, c'est pas elle personnellement, c'est envers les Kanaks. Et en fait, si je témoigne aujourd'hui, si je veux continuer à témoigner, ce que j'ai dit hier à la réunion des femmes vertes, je veux continuer ce travail avec les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, parce que là-bas, quand on est là-bas, en 2 jours, on choisit son camp. Quand on est à Nouméa, je suis dans un hôtel blanc, j'étais dans un hôtel blanc, cette réalité coloniale, d'apartheid, etc. On se demande un petit peu, on se sent pas bien. Et puis tout à coup, quand on va en tribu, là, on se sent bien. Donc, votre corps, tout votre être, il fait son choix. On n'a même pas besoin de le faire, le choix intellectuellement. Il se fait tout seul. Alors le soir, après le bouboubar, je suis allée au cinéma. Il y avait un film sur... comment s'appelle ce film? Ça se passe en Amérique et... vous allez trouver ce titre. Il est question de Ku Klux Klan et il est question de cette lutte des Noirs contre le Ku Klux Klan. Et c'est toute l'histoire de la lutte des Noirs contre les racistes d'Amérique du Sud. Comment s'appelle ce film? Non, c'est américain. Il est, oui, c'est américain. Oui. Et il est passé l'année dernière et je l'avais loupé. Oui. Alors je l'ai loupé. Alors, Mississippi Burning. Mais c'est pas sur la lutte des Noirs, parce que les Noirs américains, ils vont dire que justement, on montre un blanc qui apporte les droits, etc. Puis on montre les Noirs comme n'étant pas bien organisés. Mais ils montrent Mississippi Burning. Les Noirs ne sont pas bien organisés, mais tellement déterminés. Tellement déterminés. C'est leur détermination qui emporte la chose dans ce film. Bon, je ne vais pas parler du film. Je suis donc allée voir Mississippi Burning. Tu as raison. Et je me suis dit, alors là, c'est la lutte des Kanaks contre les Caldoches. La salle était pleine de Caldoches. Moi, j'étais au fond de la salle, toute seule. Ben oui, bien sûr, avec des blancs dans la salle. Et vous voyez ce film. Je me suis dit, passe ce film, c'est formidable. Alors à la fin du film, moi, j'ai applaudi. Oh, la tronche. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas raison. Oui, tu t'es pas fait repérer là-bas, tu vois. Je suis partie quand même comme ça, parce que je me suis dit, peut-être avoir des ennuis. Bon, après, ça fait rien. Le lendemain, je prenais l'avion pour Ouvéa. Alors maintenant, je vais vous parler d'Ouvéa. Alors, j'ai fait un papier qui relate mon voyage. Je vous en parlerai tout à l'heure de ce papier. Et le titre d'Ouvéa, c'est Ouvéa, île martyre. Et c'est vraiment une île martyre. C'est vraiment une île... C'est vraiment l'île de la souffrance. Et c'est terrible parce qu'en plus, ça se passe dans un paysage tellement paradisiaque, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et puis c'est atroce ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment atroce. Alors j'ai eu la chance de voir 2 films dans une case, parce que ils ont des cases, mais il y a la machine à laver qui est dans la case, il y a la télé, donc la télé pour voir RFO. Bon, bref. Et puis dans la case de WEA, chez qui j'ai été reçue, il y avait un magnétoscope et ils m'ont dit Daniel, on va te passer 2 films. Oh là 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 là. Ils m'ont passé 2 films sur les événements d'Ouvéa, sur un travail qui a été fait par 2 équipes, une équipe de Nouvelle-Zélande et une équipe d'Australie. Et c'est pas du tout la réalité française, bien entendu. C'est une autre vision de ce qui s'est passé dans la grotte.
en interrogeant vraiment les gens que je côtoyais tous les jours, effectivement, et qui me répétaient les mêmes choses. Enfin, j'avais dans les mains les outils, les éléments de vérification de ce que je voyais comme ça devant l'écran. Et c'est vrai que c'est absolument terrible, ces événements d'UVA. On appelle événements, c'est un mot pudique, pour couvrir un massacre. C'est véritablement un massacre quand on sait que les gens de la grotte sont sortis en jetant les armes, les mains en l'air, se sont rangés, et que lorsqu'on a retrouvé les corps, ils étaient classés par famille, parce qu'il y a les 3 frères d'une même famille qui sont morts. Ils étaient classés par famille, hein, la Vélois en même temps, etc. Les Ouïas, non pas les Ouïas. Donc ils étaient classés par famille, et quand ils ont cherché dans la terre les balles, les balles sont allées dans ce sens-là. Ça veut dire qu'ils ont été exécutés comme ça à la sortie de la grotte. Ensuite, on les a mis dans un grand filet qu'on a attaché à un hélicoptère, et comme un gros paquet, tous les morts ont été donc entassés, et donc ils sont tous partis comme ça, pêle-mêle, jusqu'à Wadrilla. Et ils laissent derrière eux des veuves, des mères qui pleurent leurs fils, et 29 orphelins. Alors il faut savoir que ces veuves, comme c'est des femmes de terroristes, c'est bien pratique, hein, le mot terroriste, ça permet à l'État français de ne rien leur verser, donc elles se débrouillent toutes seules. Heureusement qu'il y a la solidarité kanak et la coutume dont je vais vous parler. Et puis les orphelins. Évidemment, comme les veuves ne travaillent pas, il n'y a pas d'allocation. Et ils sont pris en charge par la communauté qui s'appelle Clan et Tribu là-bas. Alors je suis arrivée à UVA, alors là je connaissais personne, mais vraiment personne. Je suis arrivée à 8h du soir avec mon petit sac à dos et mes baskets. Et je suis arrivée dans le petit aéroport. Je ne savais pas comment c'était. Je me suis dit ça va être comme Nouméa, en plus petit. Non, pas du tout. C'est plus une cabane parce que ça a été refait. Donc c'est un aéroport neuf, grand comme la pièce ici. Et puis c'est tout. Alors là, j'ai commencé à me dire, bon, je fais quoi de la première nuit? Il faisait une nuit noire, évidemment, il n'y a pas d'électricité. Il faut dire qu'UVA n'a l'électricité que depuis 1 an. C'est une île qui vivait sans électricité. Pourquoi pas, hein? Et bon, moi, j'ai fait comme j'avais ma technique personnelle. Je suis allée vers les gens et je leur ai dit, voilà, je suis seule, j'arrive, etc. Mon histoire vraie. Je me demande comment je vais passer cette nuit et tout. Et puis, tout le monde s'est parlé. Et là-bas, il y a une seule langue qui s'appelle le Yaï. Et tout le monde se parlait en Yaï. Et puis, au bout du compte, eh bien, je me suis retrouvée dans la voiture de la femme du pasteur. Et j'ai passé ma première nuit avec le grand-père dans la case, autour du foyer. Alors, dans une case, il y a une case, elle est ronde ou rectangulaire. Au milieu, un rectangle est creusé. Et on met tout autour des bûches comme ça. Et puis dans la nuit, on met le feu au milieu et on pousse les bûches. Et malgré la chaleur étonnante, le grand-père avait toujours très froid. Donc il dormait sur la natte, enroulé dans une couverture tout près du feu. Et j'ai donc passé ma première nuit avec ce grand-père. Et le lendemain, j'ai discuté avec Yvonne, la femme du pasteur. Et elle m'a raconté, elle aussi, son itinéraire. Alors, elle a beaucoup lutté, comme toutes les femmes. Elles ont beaucoup lutté avec au moment des événements, puis avant les événements, parce que bon, ça fait un moment que ça dure tout ça. Et elle a beaucoup lutté. Son mari, là-bas, ce qui se passe... Pour moi, le voyage, finalement, a été quand même relativement facile, pour une raison simple, c'est que j'ai des racines paysannes. Mes grands-parents sont paysans, des deux côtés. Et mon père a fait un retour à la terre pour élever les derniers fils. Donc, c'était assez facile. La vie en tribu, la vie en case, le problème de l'hygiène, de se laver, de problèmes élémentaires, excusez-moi d'en parler, des besoins, etc. J'avais connu ça dans mon enfance et ça n'a pas été... J'ai retrouvé mon enfance. Même le goût du pain. J'ai retrouvé le pain de mon enfance parce que comme ils font leur pain eux-mêmes, j'ai retrouvé ce goût-là. En fait... je ne savais pas ce que j'allais chercher là-bas, mais j'ai quand même trouvé une part de mon enfance. Et ça, c'était beau. Et
donc, Yvonne, la femme du pasteur, a beaucoup lutté, elle aussi, et avec ses nombreux enfants, elle a 6 enfants. Et elle a lutté aux côtés de son mari, pasteur. Et en tant que femme de pasteur, elle avait une position un peu privilégiée qui lui a permis de faire des groupes femmes et de commencer à parler de la contraception, des problèmes de femmes, etc. Bon. Et son mari, en tant que est devenu pasteur parce qu'il était remarqué certainement par des instituteurs et que, comme ça se passe aussi dans certains coins de France, moi je vais parler de la Bretagne que je connais, quand un bon élève était remarqué par l'instituteur catholique, il se retrouvait au petit séminaire, et où il devenait prêtre, ou il ne le devenait pas, mais disons qu'il lui était accordé la chance de poursuivre ses études, au moins jusqu'au bac. Et c'est ce qui s'est passé pour Jean-Marie Djibaou, c'est ce qui s'est passé aussi pour le pasteur de Wadrilla, chez qui le hasard a guidé mes pas. Et donc ce pasteur ensuite s'est engagé dans la lutte, et là, comme pour Jean-Marie Djibaou, on lui a demandé de choisir. Il a donc il a choisi, évidemment il a choisi la lutte, et il a été à l'origine de la création de l'EPK de Wadrilla. L'EPK, c'est l'école populaire kanak, c'est une école, alors l'école populaire kanak, c'est une école qui part du vécu des enfants, qui part de la langue. Alors autant c'est difficile sur la Grande Terre de créer des écoles populaires kanak. J'ai discuté avec un kanak rouquin qui avait des ancêtres celtes à Poindigny et qui m'a raconté son école populaire qui n'a fonctionné que 2 mois, qui a dû s'interrompre faute de combattants parce que la tendance ne suivait pas. Et alors parce que partir de la langue maternelle, c'est très difficile, il y a 24 langues. Tandis qu'à UVA, c'est beaucoup plus commode. Il n'y a que 2 langues, dont une qui est majoritaire, qui est l'IAI. Donc, on peut partir de cette langue d'origine. Alors, donc, effectivement, ça explique le pourquoi ça a mieux marché à UVA que sur la Grande Terre, les écoles populaires. On part du vécu de l'enfant, c'est-à-dire sa famille, ses ancêtres cessent d'être gaulois, il n'a plus, mes ancêtres ne sont plus gaulois, ce sont des ancêtres kanaks, et sa réalité, c'est pas une maison, j'ai fait réciter une leçon d'anglais à une petite, c'était absolument terrible, elle me posait des questions surtout, parce qu'il fallait déjà que je lui explique ce que signifiait je sais pas moi, l'auvent, des choses, les persiennes, des choses de la réalité anglaise qui n'ont rien à voir avec la réalité kanak, on n'a pas besoin de persiennes, tout est ouvert. Et donc, il part donc de la réalité, de la vie quotidienne, de ce que les enfants mangent, de ce qu'ils vivent chez eux. Le matin, chacun raconte un peu l'histoire de son vécu familial. Et dans la langue IAI. Et bien c'est cette langue-là qui sert de base pour apprendre à lire et à écrire. Et les enfants apprennent à lire et à écrire en IAI, à UVA, dans les écoles populaires kanak. Et le français vient en 2e langue, sur le modèle de Diwan, en Bretagne. Comme c'est une langue qui est extrêmement musicale, modulée, il faut aussi introduire ça, parce que selon l'intonation, ça change de sens. Donc il a fallu dans la graphie trouver des trucs phonétiques pour que ce soit lisible par les élèves. Ben, ça se passe bien à UVA, je l'ai vérifié, ça se passe bien. Alors, pourquoi les écoles populaires kanak n'ont pas pu fonctionner sur la Grande Terre? Et pourtant, c'est la grande revendication de base, parce que ça me semble primordial. C'est un petit peu comme en Bretagne, les écoles Diwan qui partent du vécu de l'enfant breton et de sa langue familiale, sa langue maternelle qui est le breton, et qui parle breton en classe, parce que pour préparer ce voyage aussi, il faut que je vous dise que je suis allée dans une école d'Iwan en Bretagne, et je suis allée en classe à côté de Lannion, à Lougivy, il y a une école d'Iwan. Je vais discuter avec les enseignants, j'ai pris tout ce que j'ai pu comme documentation, et ça aussi c'est dans mon sac avec les manous et les baskets. Et j'ai pris tout ce que j'ai pu comme documentation, et notamment les statuts de Diwan. Je vais vous expliquer pourquoi après. Enfin, j'avais quand même une petite idée là.
Bien, c'était au fond du sac à dos. Sur la Grande Terre, ça n'a pas pu être utilisé puisque les écoles, les EPK ont été abandonnées. Dans la mesure où une EPK, une école populaire kanak, ne peut fonctionner qu'avec l'aide des familles. Il faut que les femmes et les hommes, il faut que les parents viennent et aident, au moins pour préparer les repas de midi. Car dans une école traditionnelle, les enfants perçoivent quand même des bourses, même si ce n'ont pas les allocations familiales, ils perçoivent des bourses. Cette bourse n'est pas versée sous forme d'argent aux familles, elle est versée sous forme de repas. Donc les enfants sont nourris à midi. Les parents confient donc leurs enfants à l'école le matin, les récupèrent le soir, peuvent aller travailler dans les champs toute la journée. L'école populaire kanak, alors là ça change complètement de statut, les parents doivent apporter les produits de leur champ et préparer les repas des enfants. Ça retire les femmes des champs, elles ne font plus les travaux des champs, alors elles vident leur champ des produits, mais comme elles n'ont pas pu aller dans les champs pour faire les travaux, la récolte suivante est complètement aléatoire. Hein. Alors, ça a tenu 2 mois, et puis comme je disais, la tendance n'est pas suivie, c'est ça la tendance, c'est qu'au bout de 2 mois, tout le monde n'en pouvait plus parce que c'était pas viable. Effectivement, l'État français comptait là-dessus en disant ils vont s'essouffler, ils vont en avoir marre, et laisser les faire, ils reviendront dans les écoles coloniales, comme ils les appellent, et c'est vrai que tout le monde est revenu dans les écoles coloniales. Alors, à Ouadrilla, bon là je suis arrivée donc à Oloop. À Ouadrilla, l'aéroport, à Ouadrilla c'est ici. Donc, à Ouadrilla, l'école populaire kanak, je l'ai visitée. Elle se résume à une classe pour les petits de 4 ans à 7 ans et une classe pour l'école primaire. Et effectivement, démunis, sans le moindre matériel. Vraiment, ils écrivent avec des bouts de craie sur des bouts de pierre. C'est absolument terrible. Non, évidemment, ils n'ont aucune subvention, ils n'ont rien du tout. Rien. Et c'est les instituts qui, à midi, avec les élèves, préparent les repas, essayent de tenir encore. Mais c'est vraiment ça, l'école populaire kanak de Ouadrilla, on sent que c'est l'essoufflement et que c'est la fin. Et Yvonne, la femme du pasteur, qui était dans cette école populaire kanak, en est sortie. Et elle me dit, moi je ne peux plus rester dans cette école parce qu'on n'a pas suffisamment, elle n'a pas été suffisamment structurée, on ne s'est pas suffisamment donné très clairement nos buts et en particulier nos buts pédagogiques. Les buts politiques sont très clairs, mais les buts pédagogiques ne sont pas suffisamment clairs et mes propres enfants s'ennuyaient. J'ai retiré mes enfants de l'école populaire kanak et je les ai envoyés à Lifou, où il y a la majorité des écoles, et en particulier, bon, ils sont internes là, et on est allé dire au revoir, on est reparti à l'aéroport, le lendemain, on est allé dire au revoir aux enfants qui partaient pour 1 an, sans revoir leurs parents, et ce sont les parents qui, s'ils ont la possibilité, dans l'année, font un petit voyage en avion pour aller voir leurs enfants à Lifou. Et comme ces enfants ont quand même pris un petit retard dans les écoles populaires, parce que pendant 2-3 ans, ça a duré 2-3 ans, le niveau scolaire n'est pas du tout le niveau des écoles, des autres écoles, donc c'est un peu pour rattraper ce retard que les a mis à Lifou. Malgré tout, le système scolaire d'UVA se compose donc, bon alors je parlais d'école populaire kanak, mais c'est vrai qu'à côté, il y a l'école protestante, il y a l'école catholique et il y a l'école publique. Hein. Donc, et puis bon, avec... finalement, ça se retrouve. Hein. Pour eux c'est la même école. Il se trouve que les Kanaks vont plus volontiers dans les écoles protestantes que dans les écoles publiques. Et bon, c'est une tradition, etc. Ça vient de l'arrivée aussi des pasteurs. Et donc, Yvonne a quitté l'école populaire kanak et elle-même, elle s'apprêtait, et j'ai préparé la rentrée scolaire avec elle. Et elle s'apprêtait à rentrer dans l'école protestante du village. Alors je suis allée dans sa classe et puis elle me dit, tu sais, au bout de 3 ans, j'ai peur, je ne sais pas du tout comment je vais faire ma classe, j'ai la classe des petits et je vais leur parler la langue. Alors je lui dis, mais quelle langue? J'étais perdue là. Mais elle me dit le yaï. J'ai dit, mais t'es dans une école protestante. Elle dit oui, parce que depuis l'année dernière, on a reconnu la langue d'origine. Et dans les petites classes, on démarre les apprentissages dans la langue maternelle. Donc, elle, comme elle est kanak, on l'a mise dans la classe des petits pour que le lien entre la famille et l'école se fasse en douceur et en yaï.
c'est très bien. Bon, ça c'est quand même le point positif. Seulement voilà. L'herbe sous le pied des autres écoles. Comment? L'herbe sous le pied des écoles. Oui. Alors des EPK, mais pas vraiment, parce qu'ils apprennent à lire quand même en français. Elle est là la subtilité. Mais j'ai rencontré un instituteur européen à Coindimier, un directeur d'école maternelle. Alors je lui dis, alors qu'est-ce que tu vas faire là avec cette nouvelle réglementation là qui te permet? Il me dit oui, mais j'ai pas toutes mes instituts sont françaises. Alors je peux pas leur apprendre, ils connaissent pas la langue. Alors évidemment, ils connaissaient le problème, mais inversé. Donc il était très embêté. Alors je dis écoute, prends tes femmes de service puisque elles parlent toute la langue. Et puis le matin, tu les mets à contribution et puis vous faites de la langue. Alors je vais lui écrire à Jean-Luc pour voir un petit peu où il en est de son histoire de langue qui est extrêmement compliquée. Bon, alors je reviens donc à UVA et là j'ai découvert quelque chose qui m'est très personnel, mais j'ai le droit aussi de parler de moi, hein, alors je vais vous parler de moi. Et quand je fais c'est le deuxième grand voyage que je fais comme ça, je fais un voyage en Indonésie il y a une quinzaine d'années. Et je ne savais pas que j'allais en Indonésie. J'ai pointé comme ça sur la map monde, et puis c'est tombé sur l'Indonésie, donc je suis partie en Indonésie. En fait, le but c'était de partir et de partir très loin. Alors, je me suis retrouvée en Indonésie, et je savais qu'en partant, j'allais chercher quelque chose, et je ne savais pas quoi. Et là-bas, j'ai découvert ce que je cherchais. J'ai découvert sur place. Je ne savais pas quoi quand je suis partie. Et je me suis dit, il va m'arriver la même chose à UVA, en Nouvelle-Calédonie. Je pars pour chercher quelque chose que j'ai devant les yeux et que je ne vois pas, que je ne vois plus. Et en fait, quand je me suis trimballée dans la grande terre, je ne voyais pas très bien ce que personnellement, on part toujours pour quelque chose de très fort personnellement. Et en dehors de toutes les idées de militantisme, je trouve qu'il se passe quelque chose en vous qui transcende tout le militantisme et tout. Il se passe quelque chose quand même. On part ou on part pas. Et on part pourquoi? Et ça, je ne le savais pas. À part quand même cette dette que je devais envers cette cana qui nous a agressés à la grande conférence des femmes. Il y avait quand même ça. Il fallait quand même effacer ça. Et puis là-bas, j'ai découvert, sous un petit préau de paille, j'ai découvert ce que je venais chercher. Et j'ai découvert en discutant avec Yvonne, lorsqu'elle me dit, écoute, j'ai ma classe, je reprends la classe traditionnelle, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais plus faire, j'ai peur de faire. Et je lui ai dit, écoute, parce que là-bas on vit à son rythme biologique, tranquille, je lui ai dit, c'est l'heure du thé, de 4 à 7, donc prenons notre temps et on va bâtir la classe. Et là, je lui ai dit mon métier. Et je lui ai dit, écoute, j'enseigne dans les maternelles depuis 30 ans, alors je dois pouvoir t'aider quand même. Et puis, sous le petit toit de palme, avec le petit garçon qui essayait d'écraser son chien d'ailleurs, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même rapport aux animaux que nous. Il avait un tout petit chiot qu'il essayait de mettre sous une natte de palme et il essayait de l'écraser. Et moi, j'essayais de l'en empêcher. Et donc, on était là, sous le petit préau de palme, à discuter de notre métier, etc. Et c'est vrai que cette année, si je suis partie, c'est que j'ai du temps. Si j'ai du temps, c'est que je l'ai pris. J'ai demandé une année à l'Éducation nationale. Et bien, je suis allée renouer avec mon métier à Wadrilla. Et c'est à Wadrilla que j'ai renoué avec mes 30 ans de métier. Et ce métier, je ne savais pas que je possédais un métier à l'instar d'un avocat ou d'un médecin, etc. Bon, être assistante de maternelle, des fois, j'étais un petit peu prise par l'ambiance qui tend à faire croire que tout le monde peut le faire. La preuve, il suffit d'être mère de famille de 3 enfants pour être instite. On nous a pondu des lois dernièrement scélérates qui nous font croire qu'il suffit d'avoir 3 enfants pour qu'on puisse tout de suite entrer dans une classe et enseigner. Et enseigner, il y a des enseignantes, je les ai vues à la télé, elles ont témoigné, et enseigner, n'ayant jamais vu un enfant de leur vie à part leurs 3 enfants. Et oui, enfin on est en 90 quand même, 30 ans se sont écoulés, je croyais qu'il y avait eu des progrès. Et donc, je sais pas, j'étais très amère de tout ce qui se passait à l'encontre des enseignants, je trouve qu'il y a eu des coups bas quand même ces derniers temps. Et j'ai renoué là-bas avec d'abord mon amour du métier à travers la compétence. J'ai découvert ma compétence en faisant classe sous le petit préau de palme, en faisant une classe avec Yvonne.
Et à la fin, Yvonne me dit, tu sais, tu me donnes envie, je voudrais que ma classe ait lieu tout de suite, j'ai hâte d'être à lundi pour commencer, et j'ai hâte de trouver mes élèves. Et ça a été vraiment extraordinaire. Bon, alors après Vadrila, j'ai donc quitté Vadrila pour aller faire le plus difficile et pour aller à Gossana. Alors Gossana, c'est près de la grotte. Alors avant d'aller à Gossana, évidemment, je suis allée sur la tombe des 19. La tombe des 19 se trouve là, vous avez vu sur les photos. Bon, ce que j'ai pris là devant, c'est extrêmement impressionnant. C'est au-dessus de la mer. C'est 19 tombes comme ça, côte à côte. Et tout le monde m'a expliqué qu'on a mis nos frères côte à côte pour qu'ils dorment ensemble. Ils étaient ensemble dans la lutte, ils sont ensemble dans le sommeil. Et ils sont donc côte à côte, là, tous les 19, sous des tombes constamment fleuries, des fleurs fraîches, sans cesse. Face à la mer, et puis cette beauté, ce lagon turquoise, ce ciel, bon, puis cette plage en contrebas, et puis c'est insultant, c'est poignant, c'est terrible. Alors donc, les 19 ont été enterrés côte à côte au milieu de l'île, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire un pas dans l'île sans passer devant leur tombe, parce que si on arrive du nord pour aller à Ouloup, ou pour aller à la capitale, un grand mot, on passe toujours devant la tombe des 19. Wadrila, même pour aller là-bas, est à côté. Enfin, j'ai mis c'est trop haut, là, c'est à la sortie de Wadrila. Et bon, alors donc je suis passée devant la tombe des 19 et je suis allée à Gossana. Alors Gossana, c'est la tribu de Djoubeli Weya. Djoubeli Weya qui a tué Jean-Marie Djibaou. J'ai donc passé une semaine avec la veuve de Djoubeli. Alors d'abord, on n'entre pas à Gossana comme ça. En fait, je suis restée chez Yvonne parce que j'attendais le feu vert pour entrer à Gossana. Arrivée à Gossana, on m'a demandé ce que je venais faire. Je dis voilà, je viens avec mes documents de Diwan. Votre école populaire est la seule qui fonctionne vraiment depuis dans tout mon voyage. Et je viens vous apporter des choses et vous montrer que non seulement ça peut fonctionner, mais ça fonctionne et que vous pouvez avoir l'aide du gouvernement français. Non seulement vous pouvez, mais vous devez la demander. Il doit vous la donner puisqu'il a bien accordé à Diwan. Je suis venue avec les statuts de Diwan, je suis venue avec leur plan de travail, les emplois du temps, enfin avec tout. Et il est vrai qu'il va falloir que vous vous pliez à ces emplois du temps-là pour demander le statut. Donc c'est à vous de voir entre vous, de discuter, etc. Ils m'ont dit, bon, ben écoute, notre comité de lutte va se réunir et va voir si tu as accès ou non à la tribu. C'est moi seule qui n'a pas dit. Alors, je me suis donc retrouvée en case et on m'a dit surtout, tu ne quittes pas la case, il y va de ta sécurité. Bon, alors je suis donc restée dans la case toute la journée. Parce qu'il faisait chaud. Oh là là, il y avait des moustiques, ça je ne savais pas qu'il y avait autant de moustiques. Oh là 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 là. Et alors, je me suis battue contre les moustiques, et puis j'ai attendu. Et le soir, on est venu me chercher, quand la nuit est tombée, on est venu me chercher. Là-bas, le temps n'a pas le même déroulement qu'ici. Hein. J'ai même pas vu la journée passer. J'étais au pied de ma case et j'attendais. Et le soir, quand la nuit est tombée, on est venu me chercher. Je me suis présentée devant le comité de lutte, qui est composé de tous ceux qui veulent y participer dans la tribu, en majorité la famille Weya, parce qu'ils étaient 6 frères. Et c'est une famille qui a été extrêmement éprouvée. Bon, on m'a donné une autre version de Djoubeli, je vais vous en parler. Et puis les femmes... Une autre Yvonne qui se trouvait là et qui était là avec son mari qui venait de sortir de prison. Il sortait de la santé. On était peut-être dans le même avion d'ailleurs. Et il venait d'être libéré parce qu'on on venait de faire la reconstitution du meurtre de Jean-Marie Yewene. Et on venait de s'apercevoir qu'effectivement, de là où il était, on venait de faire la reconstitution sur l'île une semaine avant mon arrivée. De là où il était, il n'avait pas pu tuer Jean-Marie Djibaou. Donc au bout de 7 mois, on l'avait quand même sorti de prison. Et puis bon, au cours de son arrestation, etc., en fait, s'était passé des choses. Il avait ensuite une balle dans le genou, donc maintenant il est handicapé, il ne peut plus aller dans les champs.
Et sa femme donc était là. Et on a eu un bel échange, je vous en parlerai aussi. Bon, alors je me suis donc présentée devant le comité de lutte sous un petit préau de palme, hein, comme ça, là, avec ils mettent des bâtons, et puis dessus ils couvrent de palmes, et ça fait des petits préaux qui nous abritent de la chaleur, de l'humidité et tout. Parce que quand il pleut là-bas. Alors il y a des préaux qui sont couverts de paille d'importation, c'est la tôle. Et bon, et là, on m'a posé des questions. Alors ils se sont d'abord beaucoup concertés. Ça a discuté fort, ça c'est même c'était même très vif comme discussion. Ma venue n'était pas accueillie bras ouverts. Et ils se sont tournés vers moi, ils m'ont dit, écoute, il faut vraiment que tu nous expliques pourquoi tu es venu. Parce que le mois dernier, un journaliste est venu et il a eu la même démarche que toi. Il a dit qu'il venait de la part de Ouest France et une semaine après, il y avait dans les Nouvelles de Nouméa, qui est le seul journal avec minutes qui est lu là-bas, dans les Nouvelles de Nouméa, il y avait un article épouvantable contre nous. On était traités d'ayatollah, etc. Alors, évidemment, je comprenais leur réticence, hein, quand on s'est fait avoir comme ça. En fait, ils prenaient des précautions. Et je me suis rendu compte que j'entrais dans un pays où les gens sont en lutte, où, ma foi, c'est peut-être la paix aujourd'hui, mais les gens sont en guerre. Et il faut le savoir. Il faut le savoir parce que si on croit que tout est gagné, c'est loin d'être gagné. Et là, à nouveau, on m'a parlé des accords de Matignon. Et là, à nouveau, on m'a parlé du plan Rocard. Mais on m'a aussi parlé de Djibaou. Et Djibaou, pour eux, c'est le traître. Et ça, le mot avait commencé à circuler un petit peu sur la Grande Terre, mais feutré. Mais alors, OVA, c'est clair. Djibaou nous a trahis. Djibaou est un traître. Et pour eux, il est un traître. Et Djoubeli Weah n'est pas du tout cette espèce de fou fanatique dont on nous a donné des images et qui sont encore transmises, parce que j'ai rencontré No, l'instituteur qu'on avait soutenu lorsqu'il était incarcéré. Je l'ai rencontré aussi sur la Grande Terre. Et lui, chez lui, le grand portrait de Jean-Marie Djibaou et tout. Et il était en train de lire le dernier livre de Rolla, Djibaou le Kanak, que j'ai lu, je l'ai emprunté, je l'ai rendu le lendemain. Et effectivement, Djibaou est plus une belle figure pour nous, Européens, et pour les Européens de là-bas, qui sont du côté kanak, que pour les Kanaks eux-mêmes. J'ai découvert ça m'a fait froid dans le dos, parce que j'avais une autre vision des choses. Alors je leur ai dit, mais pourquoi vous en voulez tant à Jean-Marie Djibaou? Alors c'est à Gossana que j'ai eu ma réponse, parce que je partais toujours avec mes mêmes questions, j'attendais les réponses, et j'ai eu ma réponse à la fin de mon voyage à Gossana. Et là, on m'a dit, d'abord on m'a dit qu'il regrettait beaucoup Djoubeli, parce que vraiment il regrette très sincèrement la mort de Djoubeli Weah. Et ils disent, Jean-Marie nous a trahis, les accords de Matignon étaient prêts bien avant qu'il n'aille à Matignon. Ça avait été préparé dans le secret, sans concertation avec la base. Et ça, le mot base, c'est un mot aussi qui revient beaucoup dans leur bouche. Ils tiennent absolument à ce qu'on tienne compte de leurs avis. Ils en ont marre que toutes les choses se passent toujours au-dessus d'eux. Ils veulent qu'un jour, on leur pose des questions et on en tienne compte. Alors Jean-Marie a donc préparé les accords avant de se rendre à Matignon. Les jeux étaient faits, il nous a mis devant le fait accompli. Et cette indépendance sur 10 ans, on n'en veut pas, parce que 10 ans c'est trop long, ou c'est trop court. C'est trop court parce qu'on vient de tellement loin. Il me disait, mais regarde, on n'a pas d'eau, on est en train de construire des citernes, mais depuis quelques mois seulement, on a obtenu cette citerne contre la levée des barrages. C'est du donnant-donnant avec le gouvernement français. On n'avait pas de citerne. Il faut savoir ce que représente l'eau pour OVA. OVA sans eau, alors que c'est corallien, il n'y a pas de source, il n'y a pas de montagne, bien sûr, il n'y a rien du tout. Donc l'eau, elle vient d'où ? La mer, mais on peut pas cuire le riz avec l'eau de la mer, donc c'est l'eau du ciel. Il faut compter sur la pluie. Bon, c'est quand même très compliqué. Quand on vit en case
avec un toit de paille, elle vient d'où l'eau? On ne l'a pas. Il faut quand même remarquer que la paille d'importation, la tôle, c'est un progrès. Pour nous, ça nous évidemment, on a notre petit côté exotique, c'est tellement plus joli la paille que la tôle. Mais il faut voir que pour eux, c'est un progrès, parce que le long de la tôle, on met un bout de fer, et puis au bout, un bidon, et puis on recueille l'eau. Et bon, ils nous disent, voilà, regarde d'où on vient de si loin. Comment veux-tu qu'on rattrape tout ce retard? En 10 ans, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est pour ça qu'ils sont si désespérés. Les bras leur en tombent. Ils se demandent comment ils vont rattraper cet immense retard. Puis ils disent, l'indépendance, nous on la veut depuis si longtemps que finalement 10 ans c'est aussi trop long. On n'en veut pas. Parce qu'en 10 ans, et puis d'abord, qui vous dit que le gouvernement de gauche va tenir chez vous? Donc on va encore se faire avoir. Et puis, ils en veulent beaucoup à Jean-Marie Djibaou, parce que, en fait, lorsqu'ont eu lieu les fameux événements, ils ont appelé Jean-Marie 2 fois. Et Jean-Marie était auprès de sa vieille mère malade, ce qui est dit dans le livre de Rolla, Jean-Marie Djibaou le Kanak. Mais on ne dit pas pourquoi il n'a pas répondu. Et moi, je posais partout la question, pourquoi Jean-Marie Djibaou n'a pas répondu à la tribu de Gossana? Personne ne m'a donné la réponse. Et en fait, à Gossana, ils m'ont dit, il n'a pas répondu parce que c'était tout près des élections. Et il se disait, Jean-Marie, que si ça, il y avait quand même un mot d'ordre. On devait maintenir la pression jusqu'aux élections. Mais il ne pensait pas, il fallait une pression, mais pas une boucherie. Et c'est vrai que Jean-Marie Djibaou n'a pas voulu ce qui s'est passé. Les 19 morts, il était atterré. Jamais il a voulu cette horrible chose. Ça, c'est sûr. Et il pensait que ça n'arriverait pas. Il ne savait pas qui était Ponce. Il ne savait pas qui était ni Chirac, ni Pasqua, qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Ça, cette phrase-là, alors, elle n'est pas prête d'être oubliée. Donc, il ne savait pas qu'ils étaient capables d'aller jusque-là. Bon, il a misé un petit peu, il a compté sur le temps. C'est lui qui dit qu'il faut laisser le temps au temps. Mais il a compté sur le temps, et là, il a fait une erreur d'appréciation. Parce que quand le drame est arrivé, que les 19 sont morts, ils ne s'attendaient pas à ça. Puis même, lorsqu'ils ont tué le gendarme, ils ne s'attendaient pas non plus à ce que ce gendarme soit tué. Enfin, bon, tout ça, ça l'a dépassé. Ils l'ont appelé 2 fois. Et par 2 fois, il n'a pas répondu. Il n'est pas venu. Alors, pas le moindre mot, rien du tout. Ils sont allés en vitesse, parce qu'ils n'ont pas un téléphone nulle part, c'est pas facile, hein, le téléphone. Bon, alors ils sont allés téléphoner ici, là, à la gendarmerie. À la gendarmerie, enfin bon. Hein. Et ils sont allés l'appeler 2 fois, il n'a pas répondu, et ça, il lui en voulait énormément. Et Djoubeli Louéa lui en voulait, et ils tous, ils sont d'accord avec Djoubeli, pour analyser la chose comme, en fait, Jean-Marie Djibaou a essayé de tenir le plus longtemps possible parce qu'un petit éclat, je ne pensais pas que ce serait un gros éclat, vraiment je ne veux pas jeter la pierre sur Jean-Marie, un petit éclat affaiblirait le pouvoir de droite, un petit éclat, et aiderait la gauche française avec laquelle il allait traiter à venir au pouvoir. Et à Gossana, on m'a dit, nous sommes les victimes de la politique intérieure française. Et c'est comme ça qu'ils se vivent, c'est comme ça qu'ils se vivent tous les jours. Et on est abandonnés, et on nous laisse tomber, et nos veuves sont là toutes seules, et on a 30 enfants, etc. Et ça, c'est ça leur réalité politique quotidienne. Il faut savoir qu'au Gossana, ils sont extrêmement politisés, et que l'école populaire kanak entretient cette politisation. Et c'est pourquoi négocier un statut sur le mode de diwan, ça va être assez difficile, parce que dans leur emploi du temps, une très grande place faite à éducation politique. Alors, bon, on a parlé de solidarité de femmes. C'est vrai qu'il y a une solidarité de femmes à organiser là-bas. Il y a une solidarité aussi avec ces enseignants qui ont comme seule carte la carte d'UVA, et les enfants de Gossana ne voient pas le monde. Ils m'ont dit qu'on aimerait bien situer UVA par rapport au monde. Et c'est vrai que lorsqu'ils vont se rendre compte, lorsqu'ils auront une carte du monde, ils verront à quel point UVA tout petit. Et ils me disent, mais comment vous parlez de nous en France? J'étais obligée de leur dire, mais on s'en fout. Les Français se foutent pas mal du problème kanak. Ils étaient sidérés, mais c'est vrai qu'il faut quand même voir la chose en face. Je dis, vous savez, nous, le problème kanak, il n'empêche pas les Français de dormir. Hein. C'est tellement loin, c'est tellement ailleurs, tellement...
Je dis qu'il faut vraiment, oui, il faut faire quand même un petit effort pour connaître cette réalité. Alors pourquoi on est là-bas? Eh bien, je suis partie avec des réponses. On est là-bas pour la présence française dans le Pacifique, ça m'a été confirmé. On est là-bas à cause de la théorie des dominos. Si on quitte la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, on ne pourra plus y faire les expériences nucléaires parce qu'ils vont vouloir leur indépendance, etc. Mais les îles Kerguelen sont prêtes. C'est quelqu'un qui m'a dit dans l'avion, quelqu'un qui travaille dans les aéroports. Moi, je suis plutôt de l'avis des gens d'UVA, parce que pour moi, les accords Matignon, depuis le début, il y a 2 ans, là, on s'était réunis. Moi, c'est un truc drôlement caduc, le PS, pour gagner du temps. Bon. Mais Djibaoui disait, face au pouvoir colonial, on est vraiment très très démunis, on est très peu de choses, comme tu as dit aux enfants que les Français s'en fichaient, tu vois. Bon, Djibaoui le sentait aussi, ça. Mais le rapport de pouvoir, de force, tu vois, qui était en leur défaveur, quoi. Parce que là-bas, les Français tiennent tout dans les mains. Ils ont tout. Ils ont l'administration. Ils font la pluie et le beau temps là-bas. Et les Kanaks, on leur accorde, on ne leur accorde pas. Encore maintenant. Oui, à Gossana, ils ont voulu être purs et durs. Ils ont dit l'argent, le fric français, on n'en veut pas. Alors, au moment où se sont installés les TUC, qui ne s'appellent pas TUC là-bas, ils ont dit, nous, les TUC, on n'en veut pas. Mais il n'y a pas du tout d'argent qui rentre. Alors avec quoi ils vont payer la farine? Avec quoi ils vont payer les sardines? Avec quoi ils vont payer le riz qu'ils mangent? Ils sont quand même obligés d'avoir une petite rentrée d'argent. La seule rentrée d'argent actuellement vient d'un frère Ouéa qui travaille à l'aéroport, Niki. Ouais, et c'est tout. Et c'est tout. Donc effectivement, ils ont accepté 6 TUC dans la tribu qui sont en train de construire les citernes et le four à copra. Alors le four à copra, ça fait partie des accords de Matignon. Et justement, Anne Tristan, dans son livre, le dit bien, jadis, enfin il y a 2 ans, il fallait envoyer le copra pur, comme ça, à Nouméa. Mais quand le bateau était en retard, parce qu'il faut savoir quand même que quand le bateau arrive avec du retard sur Ouvéa, si le bateau a du retard, il n'y a plus d'essence dans l'île, on ne peut plus circuler. Non, mais c'est tout ça, hein. Et puis, il n'y a plus de savon, les prix montent tout à coup, il n'y a plus de farine, alors c'est la flambée, c'est terrible. Et puis, le copra, eh bien, si le bateau n'est pas là, eh bien, le copra pourrit et ils n'en ont plus la vente à Nouméa. Alors, la moindre des choses était effectivement de sécher ce copra pour avoir une meilleure rentabilité. Mais c'est vrai que le mot rentabilité n'est pas du tout dans leur mentalité. On est en train de plaquer un mode de développement sur leur développement qui est complètement différent. Pourquoi? Écoutez, je mets au défi la société française de laisser des veuves comme ça dans la nature et 30 orphelins. Ils font quoi les orphelins? Bon, on a la DAS chez nous. Mais enfin, quand même, ils sont dispersés. Là, ces 30 orphelins sont pris en charge par la communauté. Parce que la tribu serre les coudes et on n'abandonne personne. Là-bas, il n'y a pas de problème d'abandon d'enfants. Je vous ai montré tout à l'heure la photo de Louise. Non, la photo de Louise. Oui, je dis, mais qu'est-ce que vous faites de vos fous? Vous avez bien, comme nous, quand même, des fous. Non, je parle de gens âgés. Ah oui. Non, mais des maisons aussi. Et d'abord, ils ont un mode de vie qui fait qu'il y a moins de gens stressés que chez nous, déjà, pour commencer. C'est une autre vie. Et puis ils ont quand même des gens, la maladie mentale, c'est quand même une maladie comme une autre. Hein. Donc ça arrive. Ils se les gardent, ils se les gardent dans les tribus, comme jadis dans nos campagnes. Pour ça, j'ai pas été vraiment dépaysée, parce que ça se passait quand même comme ça. Mais alors les enfants... c'est vrai que dans nos campagnes, jadis, moi je connais plein d'enfants qui ont été élevés par une voisine, par une marraine, par une tante, etc. Maintenant, les tantes, elles ne prennent plus en charge leurs neveux. Et bien là-bas, d'abord, c'est dans la coutume. Le petit enfant que vous avez vu dans les bras là, de ses grands-parents, il est en fait adopté. Alors je dis à Louise, mais tu l'as adopté, mais c'est l'enfant de ta fille. Elle dit non, ce n'est plus son enfant. Je l'ai adopté. Il est à moi, j'ai fait la coutume. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors la coutume, moi aussi j'ai fait la coutume, je savais, quand je suis arrivée chez Louise, j'ai déposé mon manou, l'argent de ma contribution, de mon séjour, puis qu'est-ce que j'avais apporté? Des cigarettes, comme ils ne fument pas, c'était loupé, mais enfin ça fait rien. Et puis c'est tout.
On m'a dit, Des bonbons et puis des bonbons, ah oui, oui, des bonbons pour les enfants, c'est bien tombé d'ailleurs. Et ben, les bonbons, ils ont duré 1 heure. 9 enfants, je ne savais pas qu'il avait autant. Et bon, et le tissu pour les femmes. Bon. Donc, moi, j'ai fait la coutume, je suis arrivée, et faire la coutume, ça veut dire qu'on dépose ça devant les gens qui vous accueillent, et c'est un signe de reconnaissance. Quand j'ai fait la coutume, moi, je suis arrivée au Gossana, j'ai fait la coutume aussi, et ma coutume a circulé de main en main, et tout ça. Enfin, j'étais un petit peu gênée, parce que bon, c'est pas du tout notre façon de faire. Et eux m'ont remercié, m'ont dit, par ta coutume, tu reconnais notre peuple, tu reconnais sa dignité. Et le mot dignité, vraiment, c'est un mot qui revient souvent dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent leur dignité. Ils revendiquent des choses très simples qu'on a à la bouche, nous, en France, l'année du bicentenaire de la Révolution française. Mais on oublie la Nouvelle-Calédonie parce que c'est très loin, 20 000 km, c'est tellement loin. Et ils disent, parce que tu as fait la coutume, eh bien, tu reconnais qu'on a quelque chose qui nous est propre, qui est à nous. On a une culture, on existe vraiment en tant que peuple. Et ils étaient très touchés. Et effectivement, je pense que, en fait, quand on circule là-bas, on a tout intérêt à partir du moment où on fait la coutume, à vrai dire, on choisit son camp aussi. Parce que les choses sont simples. Ponce n'a jamais fait la coutume et Rocard l'a faite. Bon, c'est quand même 2 approches différentes. Et elle a adopté le fils de sa fille. J'ai parlé avec la fille. Bon, tant que réalité des femmes, je lui dis où ça en est la contraception, l'avortement, etc. L'avortement n'est pas autorisé en Nouvelle-Calédonie. Non. C'est pas la loi française? Ben, Oui, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, l'avortement n'est pas autorisé, mais il n'y a pas de poursuite non plus. Mais il n'y a pas non plus de centre d'IVG. Ce qui fait qu'une femme qui souhaite avoir un IVG, il faut qu'elle trouve un médecin privé et qu'elle paye très cher. Alors, j'ai posé la question à Gossana, je leur ai demandé aux femmes, je dis écoutez, alors vous n'avez pas de gynécologue, vous n'avez pas de médecin, l'hôpital c'est les bonnes sœurs, c'est pas elles qui vont vous avorter. Donc, comment ça se passe lorsque vous ne voulez pas avoir d'enfant? Elles m'ont regardé, pas avoir d'enfant, m'a dit c'est la deuxième Yvonne, moi j'ai qu'un fils, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas en avoir d'autres. Et effectivement, elle vivait mal d'avoir un seul enfant. Et là-bas, on a beaucoup d'enfants, parce que il n'y a pas la conscience que nous, on a. D'abord, nous, bon, on voudrait avoir peu d'enfants parce qu'on voudrait aussi avoir une vie professionnelle. Mais elle, ça ne pose pas de problème. Les enfants qui sont à la maison, les petits sont gardés par les grands-parents, par les tantes, par tout le monde. Enfin, ça ne pose pas le problème que ça pose chez nous, déjà. Il n'y a pas les mêmes risques non plus qu'il y a chez nous. Bon, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de danger de prise, etc. Enfin, il n'y a pas les dangers qu'on a chez nous non plus. C'est une autre réalité. Nous, on vit dans une espèce de... On a intériorisé ces dangers et on vit dans ce danger de la petite enfance. D'abord, il y a plein des émissions en ce moment là-dessus. Et c'est vrai qu'entre 1 ou 2 ans, c'est vraiment très, très dangereux de vivre, hein, de réussir à atteindre ces 2 ans. Là-bas, on n'a pas ça. Bon, la fille de Louise, donc, elle est retournée à Nouméa dans son école. Là, elle est interne. Elle a beau être maman de 2 enfants. Elle aussi, elle a demandé à être interne à Nouméa pour mieux enseigner. Parce que d'ici, je rentre, je vais faire le ménage, la cuisine, je vais m'occuper des enfants. Donc, elle est interne et elle ne rentre qu'au week-end. Sa petite fille est donc prise en charge par une tante. Et le petit garçon est adopté par sa mère. Ça veut dire que, bon, j'ai assisté au départ de la jeune maman et au drame, enfin aux larmes, il y a eu une scène. J'étais au milieu, j'étais moi aussi très touchée. Enfin, c'était terrible, cet arrachement, parce que elle a donné son enfant à sa mère et sa mère l'a adopté. Et ça fait partie de la coutume, c'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est pourquoi là-bas, le problème d'adoption n'existe pas. Lorsque je suis arrivée à Wadrilla, au bout le premier jour, bien sûr, on ne me l'a pas dit, au bout du 3e, je suis revenue à Wadrilla, faire mes adieux à Yvonne, la femme du pasteur, et c'est là qu'elle me dit, tu sais, je viens d'avoir une petite fille. Je sentais que ça lui faisait du bien d'en parler. Elle me dit, mais elle n'est plus à moi, elle est à mon frère. Mon frère ne pouvait pas avoir d'enfant, je le lui ai donné. Et j'ai partagé avec eux le repas, j'étais étonnée, il y avait de la viande. Elle me dit, oui, on va faire une grande fête, parce que mon frère est venu chercher l'enfant. Et il est reparti à Nouméa, et le frère a donc adopté la fille d'Yvonne,
Elle dit maintenant je n'ai plus le droit de l'appeler ma fille. Et on est allé donc faire les papiers administratifs et on a rayé l'enfant de son livret de famille et on a ouvert un livret de famille pour le frère sur lequel se trouve le nom de l'enfant. Et il percevra les allocations familiales puisqu'il travaille, etc. Faire ça là-bas. Tout simplement, on y va, on va avec 2 témoins, c'est aussi simple que ça. Et le frère a adopté une autre fille d'une autre de ses sœurs. Une sœur, elle avait, parmi tous ses 8 enfants, elle avait une fille qu'elle n'aimait pas beaucoup. Ça se passait très mal. Et à 7 ans, la petite a eu envie d'être adoptée par cet oncle avec qui ça se passait bien. Donc voilà un frère qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui se trouve à la tête d'une famille de 2 filles dont il est très fier. Et ce sont ses filles, et c'est sur ses papiers, et ce sont ses propres enfants. Ça aussi, c'est une réalité qui nous échappe. Alors ensuite, pour les enfants qui vont à l'école, la réalité scolaire des enfants est extrêmement difficile. Parce que tout à l'heure, je parlais de ce cours d'anglais, là, j'ai mis le nez un petit peu dans leur bouquin. Et une petite Karine, j'écoute Karine, tu vas me réciter ta leçon d'anglais. Alors, c'était l'espiègle de la bande, et la partie à rire, et elle me récite sa leçon d'anglais. Et je lui dis, tu vas voir ton cahier. Elle me montre son cahier d'exercice. Je lui dis, pourquoi tu as fait des fautes à tout ton exercice? Quand, A devant une consonne, et AN devant une voyelle, ça semble très simple comme règle. Tu la connais pas, la règle? Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi une voyelle? Bon, alors évidemment, il y a des choses, il y a des lacunes absolument énormes dans l'enseignement, des lacunes telles qu'ensuite c'est pas rattrapable puisque après personne ne le voit, elles continuent à aller comme ça de classe en classe, comme elles sont très intelligents, ils font illusion, et ça Guillard l'explique bien, ils font illusion jusqu'en 4e, 3e, et à partir de là, ça se casse la figure, parce que c'est plus possible, on peut plus continuer s'il manque des bases comme ça, on peut plus, on sait pas l'alphabet, on peut pas faire des recherches dans le dictionnaire, etc. Donc à un moment donné, eh bien, la cloche sonne, et en 4e, en général, on abandonne, on s'arrête. Alors bon, les filles dans les tribus, elles restent à la maison, et les garçons, c'est triste à dire, mais beaucoup de mères disent, notre garçon attend le service militaire, au service militaire, il aura un métier. Et il est vrai que le fils aîné de Louise a appris son métier d'électricien à l'armée. Il est venu en France, il était à Metz, il avait une cousine qui habitait Tours, il dit « Tu viens me voir ce soir ?» Et la cousine a dit « Mais je suis à Tours !» Mais il croyait qu'en France, de Tours à Metz, ils pouvaient passer la soirée ensemble. Et il était à Metz, et à Metz, il a appris le métier d'électricien. Et il est vrai que là-bas, il gagne très bien sa vie, parce qu'on commence à électrifier les campagnes, et il a beaucoup à faire. Donc, pour les garçons, le service militaire et cette chance-là. Et pas à Gossana, puisqu'à Gossana, ils font les boycotts. En 84, Djibaou a lancé les 4 boycotts. Boycott de l'école coloniale, donc on crée les écoles populaires kanak. Tout à coup, il y a eu un grand doute, puisque Djibaou n'y a pas mis ses propres enfants. Donc ça a commencé déjà à flotter un petit peu. Boycott de l'armée. Les enfants, les jeunes de Gossana sont animateurs dans les EPK, travaillent autour des citernes, autour du four à copra, mais ne font pas le service militaire. Et puis finalement, l'armée fiche plus son nez à Gossana parce que ça suffit bien maintenant. En fait, les accords de Matignon, moi je vais te dire ce que j'en pense. C'est eux qui n'en veulent pas. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que je me suis située dans leur clan d'emblée, parce que bon, ça s'est trouvé comme ça, et qu'il était hors de question que ça se passe autrement pour moi. C'est pas parce que je suis dans leur camp que je dois tout épouser. Les accords de Matignon, je comprends qu'ils soient contre et qu'ils y voient de la trahison. Malgré tout, si ces accords de Matignon, dès demain, étaient bien appliqués, si Louise pouvait faire son petit commerce et faire vivre ses 9 enfants en dehors des allocations, sans avoir d'allocation familiale, si, à Gossana, ils aimeraient avoir une usine, parce que, bon, c'est bien gentil, le four à copra, ils font sécher leur copra, mais pourquoi aller faire les savons à Marseille? On pourrait très bien avoir une petite usine sur place et faire des savons sur place. Donc, si les accords de Matignon étaient véritablement appliqués, si demain, on leur donnait véritablement dans les mains, parce qu'on leur doit bien ça après 150 ans de colonialisme, les outils pour prendre en charge leur vie, ces accords de Matignon seraient positifs. Or, ces accords de Matignon en fabriquent des êtres passifs qui attendent des subventions. Et ils ont toujours été assistés, ils vont l'être encore plus.
Et alors là, maintenant, ils se comportent complètement comme des assistés. Ils attendent que ça vienne. Ah, vous voulez la canne à qui? Ben maintenant, amenez le fric. Donc, moi, je suis pas comme eux, résolument contre les accords de Matignon. Je suis contre les accords de Matignon tels qu'ils ne sont pas mis en application aujourd'hui. Les accords de Matignon n'existent pas sur le terrain. Mais si c'est dans l'esprit, ils pourraient reprendre en main leurs affaires. C'est ça que je veux dire. Néaoutine est maire de Poindimier, c'est quand même un Kanak qui est maire de Poindimier. On est en train d'assister en Nouvelle-Calédonie au moment du basculement. Et effectivement, Ouvéa, c'est facile de se cramponner à son île et de dire nous, on va rester intègre, pur et dur, etc. Et la culture, et la coutume, et les valeurs anciennes. Bon, on fait une petite concession, mais bon, parce que quand même, le four à copra, ils ne sont pas contre. Hein. Donc, on va vendre du copra, hein, et on va quand même récupérer un peu d'argent pour acheter ce qui nous manque, mais sans plus. Mais c'est vrai que sur la Grande Terre, les problèmes sont autres. S'ils avaient voulu entrer dans une économie de marché, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ce n'est pas dans leur mentalité. Leur mentalité, c'est le partage, c'est le troc. Mais s'ils avaient voulu vraiment consommer comme les Européens, sur la Grande Terre, ils en avaient aussi la possibilité. Et j'ai vu Marianne, la fille de Louise, elle est habillée en short fun, elle se maquille, elle fume, elle a 2 enfants, elle continue ses études, elle veut être enseignante, soit interprète, ou journaliste. Elle a des projets, elle aussi, de réalisation personnelle. Et dans sa vie privée, il y a également le partage. Elle me dit que son mari, les tâches sont partagées. Elle est très attentive à ça. Et c'est vrai que le grand-père Ouameau changeait le petit-fils 10 fois par jour. Alors ça, voilà, j'ai jamais vu un bébé autant changer. Et, vraiment, il n'y a pas de problème de fesses. Donc, alors que je suis allée chez les instituteurs à côté européens où le petit avait les fesses emportées, bourrées de talc et de pommade, etc. Parce que c'est encore différent, quoi, dans la mesure où on a ces couches en plastique toutes prêtes qu'on jette, etc. On se sent moins obligé de changer que lorsqu'on va laver soi-même sous le robinet. Donc, c'est une approche de la vie complètement différente. Et s'ils avaient voulu vivre comme nous, l'exemple des Français qui sont présents là-bas aurait pu leur faire envie depuis très longtemps. Or, même sur la Grande Terre, ils se sont cramponnés à leurs coutumes et à leur culture, tellement elle est forte et tellement elle leur apporte une plénitude de joie de vivre, qu'ils voient bien que ça n'existe pas chez les Caldoches, ils voient bien la tronche qui tire et la vie qu'ils mènent. Et ils n'en ont pas envie de ça. Et ils sentent certainement très fort qu'en eux, il y a peut-être une supériorité dans leur art de vivre. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'y accrochent si fort. Et en plus, ils ne sont pas bêtes. Et ils ont très bien et ils observent, ils connaissent le modèle africain. Et ils savent, le modèle du tiers-monde, ils savent à quel point ils ont à y perdre. Donc, ils ont fait leur compte eux aussi. Puisqu'on parle d'économie, parlons d'économie. Eh bien, ils ont fait leur compte et savent très bien que il faut vraiment peser le pour et le contre pour accepter les accords de Matignon et entrer dans une autre ère économique. Parce qu'accepter les accords de Matignon, c'est changer d'ère économique, c'est changer de planète pour eux. Tu te rends compte, André, comme c'est difficile et comme à quel point ils ont l'impression d'être eus parce qu'on a essayé de leur faire changer de planète depuis 150 ans, on n'a pas réussi. Et crac, par les accords de Matignon, tout à coup, on va réussir en créant cette petite société, cette petite classe de nantis, on va réussir à casser la vie kanak, la culture kanak, le mode de vie kanak. Et une autre affirmation commune de la part de tous ces indépendantistes, c'était l'indépendance. C'est la condition de notre dignité. Notre lutte anticolonialiste, notre lutte pour l'indépendance, ce n'est pas pour le plaisir de l'indépendance. C'est parce qu'on nous refuse notre dignité. Sur notre propre territoire, nous n'avons jamais notre mot à dire. Les décisions sont prises à Paris et demain elles seront prises à Bruxelles et on nous met devant le fait accompli. Et nous, on est réduit, on est repoussé, on nous vole notre terre, on grossit la minorité des gens qu'on fait venir de l'extérieur sous prétexte de développer le tourisme, etc. Et nous devenons minoritaires
dans notre propre pays. Alors dépêchons-nous d'avoir l'indépendance. Demain, ça sera trop tard. Nous serons écrasés comme les Indiens du Canada et des États-Unis. Voilà le langage que j'ai entendu pendant 3 jours au Parlement européen. Et c'était vraiment extraordinaire qu'ils parlaient la même langue, qu'ils soient corse, qu'ils soient de Polynésie française, qu'ils soient de Nouvelle-Calédonie, de Guyane ou des Açores ou bien de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais parmi les cadres que la base, le PALICA par exemple, a recommandé des cadres pour faire partie des 400 cadres, ça ne leur a pas été accordé parce que le niveau scolaire n'était pas suffisant, parce que ceci, parce que cela. Y avait-il des raisons politiques derrière? Je l'ignore. Mais parmi les 400 cadres, il n'y a pas que des Kanaks. Ce qui fait qu'à nouveau, le fric qui devrait arriver, bon sang, ça y est, ça devait être... Ça leur échappe. Et ils voient bien qu'ils se font avoir, c'est en ça qu'ils se font avoir.